émission 936. Cette semaine, The Visitor. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée aux BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ouais, ça ratisse large, ça nous permet de faire plein de choses. Eh oui. Nous merci au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ne sont pas sur les jujubes cosmiques. Ah, malheureusement, non. Malheureusement. Ça a l'air d'être bon en sacré. Ah, bizarre. Écoutez, restez à la fin de l'émission, vous allez comprendre. Je vous les présente à l'instant. Un jour, il aura sa propre chanson de thème. Simon Chenier est avec nous. Salut, Simon. Allô. Après près de 20 ans de podcast, je comprends pas que tu n'as pas encore ta propre... Mais tu sais, comme quelque chose qui pourrait te suivre au quotidien quand tu te déplaces dans la ville. Ça pourrait se partir en plein milieu de conversation que tu as avec tes amis. Ça pourrait être le thème de Visitor, je pense. Ça serait hot en mots. Ouais, je vais le garder pour la fin, là, mais il y a un thème dans The Visitor qui revient souvent. Et vous pourriez vous dire, peut-être pour venir ponctuer certains moments, non, c'est juste de façon random. Il y a le dos large un peu, le thème dans The Visitors. Ouais. Ça va, Simon est un peu malade aujourd'hui. Je suis enrhumé, mais ça va. Je me suis dit, je vais quand même faire le show parce qu'on parle de The Visitors. C'était ma suggestion et écoute, il faut que j'assume. Malheureusement, tu ne fais pas de fièvre, ce qui aurait peut-être aidé à notre expérience quand on l'écoutait. C'est tellement un film fiévreux que c'est peut-être d'être dans un état second, ça permet de comprendre. Ou peut-être pas. Qui sait. On va être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui termine son quart de travail dans une librairie ici à Montréal. On va parler de nouvelles pop, puis on vous garde The Visitor pour la fin. Restez avec nous. Tu veux-tu commencer avec quelque chose de léger, Simon, qui va nous permettre d'interagir les deux? Ah si tu veux, j'ai fait la liste des 4 cas qui vont sortir au mois de mars. OK. Ça te tente que je te lise ça? J'allais proposer qu'on parle un petit peu de la découverte. Oui, OK, je pensais que je lançais tout de suite des nouvelles, mais vas-y. Non, mais rapidement, là, parce qu'on n'en fera pas une émission complète là, pour les gens qui ont écouté ou qui n'ont pas écouté Elimination Chamber en fin de semaine. On vous spoilera pas le pay-per-view de la WWE au complet, mais il y a une apparition d'un nouveau lutteur qui va se joindre, ou qui se joint plutôt à la fédération. On parle de notre... en tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Danhausen, finalement, qui fait le saut du côté de la fucking E-Man dans un reveal digne d'une séquence qui mélange à la fois Dracula et Elvira, avec un dance number et des Danhausen Ladies. Je sais pas comment les mentionner. Ça fait partie du nouveau... Net, je pense. Net, ouais. Dont une était sa femme, d'ailleurs, qui fait du burlesque. Donc, Danhausen qui sort d'un cercueil avec un dance number. Je sais vraiment pas comment le public de l'AI va l'accueillir. Écoute, c'est quelque chose. Ça a été... je pense que... Il y a eu un genre de build-up un peu. OK. Il y a eu des huées après la présentation. Puis je pense que ça, c'est à cause qu'il y a eu un build-up qui s'est fait dans la Internet Wrestling Community, qui se sont dit, c'est qui qu'il y a dans la boîte? Parce que ça fait ça comme 3 semaines qui tease la boîte. À Raw puis à SmackDown, ils nous teasent c'est qui qu'il y a dans la boîte. Puis tout le monde s'est dit, hey là, ça va-tu être Chris Jericho? Ou d'autres, tu sais. Puis, fait que j'imagine qu'il y en a qui se sont hypés puis qui ont été déçus parce qu'ils ne savent pas c'est qui, ou que, tu sais, ils savent, mais qu'ils s'en foutent un peu. Mais je pense que la façon que les segments ont été faits, c'était tout le temps avec de l'humour à chaque fois qu'ils présentaient la crate. Fait que, tu sais, genre, ça fit avec Danhausen, ouais. Fait qu'on dirait que je suis comme, man, vous boudez votre plaisir juste en huant quelque chose que vous savez pas c'est quoi, parce que vous comprenez pas, puis vous êtes pas ouvert, parce que la lutte, ça peut être le fun aussi, c'est pas juste sérieux. Il y en a qui prennent ça tellement au sérieux. Puis je peux comprendre, là, tu peux prendre des choses au sérieux là-dedans, mais Danhausen est un personnage qui va vraiment faire du bien, je pense.
tu sais, les kids vont adorer Danhausen. J'ose espérer. Puis, tu sais, je veux le voir interagir avec R-Truth, là. Ces deux-là, ensemble, ça va être incroyable. C'est un bon point que tu amènes. C'est pour les gens là, qui savent pas c'est qui Danhausen et qui ont très peu d'intérêt pour la lutte, je vais vous le dire tout de suite, probablement que c'est le personnage, même si vous n'êtes pas fan de lutte, qui pourrait vous faire aimer le médium. Ouais, c'est comme une caricature d'un personnage transylvanien qui vient d'un pays de l'Europe de l'Est qu'on n'a pas trop identifié. Il y a un drôle d'accent qui n'existe pas. Il y a un face paint qui rappelle à la fois un genre de vampire d'un film des années 50, mais aussi un genre de luchador. Il est over the top, puis il est un peu lame. C'est comme si Conan O'Brien utilisait son self-deprecating humor sur lui en tant que lutteur. D'ailleurs, ça a inspiré Danhausen pour son personnage, là, Donovan, de son vrai nom. Puis ça paraît... Qui dit que c'est Conan O'Brien possédé par un démon. Exactement. Puis pour vrai, je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Il y a des moments... Moi, j'ai réécouté, en fait, hier, sur le Discord des Mystérieux Étonnants, Gab a fait jouer Elimination Chamber, pardon. Puis on l'a pas écouté au complet, j'étais complètement brûlé, mais je voulais voir le reveal de Danhausen. Je me suis fait spoiler par Instagram. Et je l'ai réécouté aujourd'hui. Et je sais pas si tu as remarqué, Simon, mais par moment, il y a des petites explosions qui partent ici. Les explosions sont tellement... super cute, mais c'est pathétique. Mais c'est ça l'objectif, tu sais. Exact. Puis je sais pas si les gens de la I ont hué parce qu'il y a justement, comme tu dis, il y avait un build-up. Je pense... Ou parce qu'ils savent pas c'est qui, peut-être, je sais pas. Ben, je pense que c'est les deux un peu, mais tu sais... Parce que c'est surprenant parce que en plus, genre, je pense qu'il vient de Chicago ou au moins... Détroit. OK. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il a lutté beaucoup à Chicago. Fait que tu sais, genre, le public aurait dû réagir plus fort, mais je sais pas. C'est ça que je catch pas, mais en même temps, ça fit tellement avec le personnage. Tu sais, c'est comment on dit ça? Un misfit, genre, dans le sens, tu sais, c'est un Pee Wee Herman, c'est un Elvira, tu sais, c'est un gars qui va être inspiré des films de série B, puis des jokes des Simpsons, puis de vieux cartoons, puis tout ça. Fait que c'est sûr que je pense qu'il y en a qui sont pas prêtes ou qui veulent pas, peut-être. Ils veulent pas, peut-être, parce que... Mais parce que ça amène un wacky à la lutte. Puis, tu sais, on s'entend qu'à part R-Truth, qui est un autre comedy relief sur le côté de la I, oui, il y a de l'humour, mais c'est pas niveau Danhausen. C'est pour ça que j'en parlais hier avec Gab, puis les gens qui étaient sur le Discord, je me disais à quel point ce personnage-là, ils vont être en mesure de l'intégrer. Pendant longtemps, je pense que la AEW était son meilleur spot. Puis, écoute, ça fait des mois qu'il l'utilise plus. Il a été release, puis après, on a vu qu'il a fait le saut à la I. Il y a des rumeurs comme quoi c'est parce qu'il y a eu un conflit quand il y a eu des trucs à l'arrière-scène avec CM Punk jadis. Puis CM Punk est un de ses amis. CM Punk est rendu maintenant à la I. Puis, il venait de remporter là, sa victoire comme Balor juste avant. Donc, il y a beaucoup de symbolisme là-dedans. Mais ce personnage-là est tellement over the top, tellement wacky. Je serais très, très, très à l'aise que ce soit le seul personnage avec cette fibre-là qui détonne complètement par rapport au reste. Puis tout le monde le trouve fucking weird, mais que lui est dans son propre monde. Ce qui est déjà le cas, en fait. Il a tout le temps été comme ça dans les choses que je l'ai vu aller. Mais d'aller au... Moi, j'étais comme content pour lui. Oui. Le gars, ça fait des années qu'il travaille, ça fait des années qu'il essaie des choses. Il est passé de plein de fédérations. Il était finalement à AEW. Ça a duré un temps. Il a disparu. Puis là, finalement, il est au ce qu'on pourrait appeler le top en termes de visibilité de salaire. Fait que tant mieux pour lui, man. Je suis comme content pour le type qui est derrière Danhausen. Puis en espérant de voir des matchs des participations tout à fait Danhausen-esque. Mais là, à date, ils ont tous ramené le canon. Hein? Oui, c'est ça. Son Mass Paint, Very Evil, Very Nice. Very Nice, Very Evil? Very nice, very evil. Son pot de dents, parce que oui, Danhausen collectionne des dents. Il a donné des dents aux commentateurs. Il curse le monde, il envoie des petits... moi, je trouve ça malade. Là. Je suis super content que ce gars-là est rendu où est-ce qu'il est. Puis si éventuellement la lutte marche pas, faites-lui juste animer des émissions de style Mystery Science Theater ou quelque chose du genre. Là, il va fitter au bout. Ouais, puis... aussi, tu sais, j'imagine qu'il va peut-être avoir des trucs avec Ethan Page aussi, parce que, tu sais, les deux, ils faisaient souvent des vidéos d'aller se promener dans des magasins de jouets, là. Oui, c'est vrai. Mais Ethan Page, qui est un lutteur canadien qui est rendu du côté d'NXT, a arrêté ça quand il a fait le saut.
Ouais, parce qu'il y a un contrôle plus accru, je pense, des médias sociaux de leurs lutteurs du côté de l'AI. Fait que je sais pas à quel point ils peuvent se le permettre, mais j'aimerais ça, oui, qu'on soit ensemble. C'est ça, dans un storyline. Un storyline ou une lutte. Théoriquement, il était à l'AI, il est pas à NXT, mais ça n'a pas été officialisé. Fait que je sais pas à ce moment-ci où on enregistre qu'est-ce qu'il y en est. Mais il est supposé être à Raw tantôt. Ah ouais, mais si on finit assez tôt, on va peut-être le voir. Peut-être. Excellent. Ben écoute, on va enchaîner. Autre chose à rajouter là-dessus? Non. Juste dire que c'est la seule figurine de lutte que j'ai. C'est une figurine de Danhausen. Nice. Celle qui était la officielle de AEW ou la non-officielle? Oh, la officielle. Je pense que c'est la officielle. OK. Mais c'est ça, il est très... comment dire... son image est très utilisable à plein d'escients. Tu sais. Ouais. Il est très... il est très memeable, on pourrait dire un anglicisme. Puis... il est très reconnaissable aussi, très iconique. Fait que bravo Danhausen. Bien content de te voir à la IW. WWE, pardon. Donc de là-dessus. Vas-y, Simon. OK, j'ai la liste des 4K qui vont sortir pour le mois de mars. Parce que je suis en train de m'étouffer. On va commencer par un plus grand public. On a de Running Man, la nouvelle version faite par... aïe. Mon cerveau n'est plus ce qu'il était. Ton cerveau est enrhumé aussi aujourd'hui. Mais avec Glenn Powell, là, le dernier. Tu l'as-tu vu, toi? Je l'ai pas vu encore. Je me suis mélangé parce qu'en même temps, ils ont comme annoncé 2 trucs. Ils ont annoncé 2 adaptations, ce que je veux dire, de King, parce que Running Man en est une, mais l'autre, c'était comme The Long Walk. Et j'ai fusionné les 2 dans ma tête. Et je pensais que The Long Walk était Running Man quand je l'ai finalement écouté. C'est un film d'Edgar Wright, hein? C'est ça, c'est ce que je cherchais. Donc ça, j'étais pas particulièrement intéressé par le film, pas qu'il m'intéressait pas, je n'étais pas intrigué, mais là, que ce soit Edgar Wright, de Scott Pilgrim, de Hot Fuzz et compagnie qui réalisent ce film-là, là, ça me parle. Ouais. Sinon, on a Hong Kong Classics, qui est le sous-label de Shout Factory, qui va sortir une trilogie qui s'appelle The Swordsman. Je suis pas trop au courant. Je connais pas trop c'est quoi, mais dans le deuxième, il y a Jet Li. Fait que il va y avoir des arts martiaux. Et des épées, parce que c'est The Swordman. Sinon, on a un film qui s'appelle The Girl Who Leaped Through Time, un film japonais de 83 d'une ado qui voyage dans le temps, qui sort sur l'étiquette Cult Epic, qui est une nouvelle étiquette. Là, ça fait pas si longtemps qu'ils ont commencé à faire du stock. Et ils vont aussi sortir un film qui s'appelle The Key, un film de 1983, un genre de... érotico-folichon de Tinto Brass. Donc, si vous aimez les seins. Je sais pas comment dire ça. J'imagine que ce public-là va se sentir interpellé, oui. Quoique Tinto Brass est connu pour aimer les derrière. Donc, c'est peut-être lui, plus ça. Il est égalitaire. Là. Il aime même, autant je les pense boots, que la clé, parce que le titre, c'est de qui, mais je pense que il me semble avoir lu que ça avait rapport avec le derrière. Donc, voilà. Sinon, on a un autre film de voyage dans le temps, Somewhere in Time, en 4K, qui est un autre film de voyage dans le temps, mais celui-là, avec Christopher Reeves et Jane Seymour, sorti en 88. Je pense que c'est un gars qui voyage dans le temps avec l'hypnose. Ah ben oui, hein? C'est réel dans ce temps-là. Mais je pense que c'est plus un film romantique que sci-fi. Sinon, on a Mimic de Guillermo del Toro. Oh! Chez qui? Sur quelle étiquette? Kino Lorber. En 4K. Kino Lorber, d'ailleurs, ils font... Leurs éditions sont belles. Il n'y a pas trop de foufou alentour. Mais fait que c'est jamais super cher. Là, c'est abordable. Mais Mimic, que j'ai écouté dans la période de l'Halloween, justement, que j'avais pas vu depuis des années. C'était bien. As-tu écouté la version Director's Cut de Guillermo del Toro ou t'as écouté la version qui était sortie au cinéma? Je pense que c'était la version originale.
Est-ce que tu sais si le 4K contient les deux? Est-ce que c'est indiqué? Non, je n'ai pas cette information-là devant moi, mais je serais pas étonné qu'il y ait les deux versions. OK. Ben, pour les gens qui sont intéressés, on avait fait une bifurcation là-dessus quand on avait traversé notre cycle Guillermo del Toro sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. On avait fait tous les Guillermo del Toro sortis à l'époque. Et Mimic en faisait partie. Je les ai pas vus, mais ça a aussi engendré des suites directement en DVD, qui est toujours signe de qualité. Hein? Fait que, oui. Le Mimicverse est beaucoup plus large qu'on le pense. On a aussi le film Ilsa de Tigress of Siberia. Celui-là, ce qui est particulier avec celui-là, c'est qu'il est tourné à Montréal. Par un certain... c'est réalisé par Jean Lafleur avec Michel Morin et Jean-Guy Latour. Donc, voilà pour Ilsa au Québec. Et pour l'anecdote, j'allais à l'université, pas directement, là, mais était à la radio dans le temps, l'animatrice Rosété Morin, qui est maintenant rendue à Radio-Canada. Son père a joué dans ce film-là. Michel Morin, c'est son père. C'est fou. Ah, il a joué ou il a réalisé? Il a joué. Il a joué, c'est ça. Voilà. Il était dedans. Sinon, on a, je sais pas si tu te souviens, l'année passée, au mois de février, j'ai fait mon mois de Reb Bro, où j'ai écouté le film de Reb Brown. Et un de ces films-là que j'ai regardé, c'est Uncommon Valor, un film avec Gene Hackman, et Reb Brown avait un petit rôle. Mais là, ça sort en 4K sur Kino Lorber, donc possibilité de voir Reb Brown en 4K. Sinon, on a la compagnie, en fait, c'est comme un sous-label, Vestron Collector's Series, qui sort un 4K de Substitute. Le fameux film avec Tom Berenger. Le film où est-ce que t'as un gars qui rentre dans une école pour péter des gueules, c'est ça? C'est plus un ancien militaire, je pense, qui devient suppléant, dans une école à problème. Et c'est ça. Il y en a eu 3 autres aussi. Est-ce qu'on pourrait dire que ce sous-genre-là de personnes qui vont dans des écoles où est-ce qu'il y a tous les stéréotypes pour péter des gueules, c'est un sous-genre? Il me semble qu'il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu. Oui, dans les années 90, là, c'était le dude qui allait péter des punks, puis des trafiquants de drogue. Je me souviens d'un avec James Bellucci, qui s'appelle Le Proviseur. Le Proviseur. Il y avait Louis Gossett Jr. dedans aussi. Il y avait celui avec Morgan Freeman, mais qui était plus un drame. Mais non, ça arrive souvent. Là, celui avec Samuel L. Jackson aussi, qui était super bon. Là. Ça a fini comme une scène de roulette russe. Aïe, ça, je me souviens pas. OK. Sinon, on a Arrow Video qui sort Red Sonja. Ou Sonja, je sais pas. C'est un comics, mais je savais pas qu'il avait fait des films. En fait, c'est avec Bridget Nelson qui joue Red Sonja, mais il y a aussi Arnold Schwarzenegger qui ne jouait pas... Conan. Il ne jouait pas Conan, mais moi je pensais que c'était une suite de Conan. Ben c'est ça, je pense que tout le monde pensait ça, puis il joue un genre de Conan, me semble. Mais je pense que c'est à cause des droits là, qu'il pouvait pas être Conan ou quelque chose de genre. Fait que ça sort. On a aussi Salem's Lot de Toby Hopper, film de 79. J'ai bien aimé. Adaptation de King encore une fois. Ouais, j'ai vu, je me suis tapé les 2 adaptations en fait après avoir lu le roman. Donc, le roman que je conseille fortement, c'est le 2e roman de King et c'est super bon. C'est vraiment creepy par moment. Puis, j'ai écouté l'adaptation de Hopper, qui est quand même différente du livre. Et j'ai aussi écouté... en fait, j'en ai écouté 3 back-à-back, c'est vrai. Celle du début des années 2000 avec Rob Lowe, qui est aussi très différente pour des raisons. Et c'est très 2000, là. Tous les effets, tout l'effet, le pack d'effets numériques qui crissaient sur les films dans le temps, là, ils sont tous là, ils ont tous coché. Et après, j'ai écouté la plus récente version qui est sortie. T'es censé sortir, au cinéma pour finalement se retrouver sur HBO Max aux États-Unis. Mais je l'ai écouté. Oui, c'est très bon. Surtout la dernière. J'ai bien aimé la dernière adaptation, mais les 3 adaptations sont très différentes du roman. OK. Sinon, on a Outbreak, le fameux film je peux pas écouter ça. Non, je sais. Pendant le coronavirus, je pensais tout le temps à ce film-là. Oui, moi aussi. Avec le petit Chris de singe. Là. Oui, le singe et Morgan Freeman, je pense. Et, encore Morgan Freeman, oui. Cuba Gooding Jr. qui est dedans aussi, je pense. Ça se peut, mais non, Dustin Hoffman et oui. René Russo. René Russo.
Ouais, donc ça sort sur Shout Factory. On a aussi un film qui s'appelle Demon Warp de 1988 qui sort sur Vinegar Syndrome. C'est un genre de film que tu penses que c'est un film de Bigfoot, mais finalement c'est des extraterrestres. C'est avec George Kennedy et je me souviens d'avoir essayé de l'écouter puis de m'être endormi dessus. Mais j'étais peut-être juste fatigué, fait que je pourrais peut-être y redonner une chance maintenant qu'il est en 4K. Hein? Ouais, c'est ça. Mais à 60$ le film, là, c'est rendu cher. Ouais, c'est le taux de change. Ben, pas le taux de change, mais les tarifs, j'imagine. Peut-être ça aide pas. Sinon, on a Body of Evidence, le fameux film où William Dafoe et Madonna fourrent avec une chandelle. Il faut avec la chandelle ou à la chandelle? Non, c'est que moi, c'était l'affaire qui m'avait marqué quand j'avais vu ça plus jeune. C'est qu'elle verse la cire de chandelle sur le chest de William Dafoe. J'étais comme, hein? On peut faire ça. Fait que c'est là-dedans. On peut, mais demander là avant. Là. Ouais, non, c'est sûr. Fait que c'est un thriller érotique. Sinon, on a un film qui s'appelle Bacterion. Ou de son nom plus connu, Panic, un film de 82 avec David Warbeck, qui est une copro d'Italie-Espagne. Et c'est un genre de film de zombie, mais avec un zombie. Un zombie juste un? Ouais, juste un, mais quand même qui tue du monde dans un cinéma, puis à travers la ville. Sinon, on a The Devil's Rain, la pluie du diable, avec William Shatner et Ernest Borgnine. William Shatner qui combat un culte satanique mené par Ernest Borgnine. Un excellent film des années 70, excellent, bien sûr. Dans le côté creepy, moi, ouais, c'est ça. Pas creepy, mais crap, là. Ouais, c'est ça. C'est pas super bon, mais en même temps, t'as 11 minutes à la fin de monde qui fond. Ça, c'est quand même le fun. Tu l'as-tu timé pour vrai? Est-ce que c'est vraiment 11 minutes? Si je me souviens bien, sur la VHS, ils l'écrivent. Ah, qui s'en vante? Ouais, ils s'en vantent. Mais, en tout cas... Ça fait très postmoderne vous ne créerez pas à la fin. OK, oui. Mais ils disent pas il y a 11 minutes. Là. Non, mais il me semble que ça dure 11. My God. Parce que c'est ça, c'est long. Ils ont mis le paquet, fait que là, il fallait qu'ils utilisent toutes les séquences. Mais ça, j'avais acheté Blu-ray parce que c'est sorti sur Severin Film, mais là, ils ont fait une réédition 4K. Donc, si vous voulez avoir une meilleure image, de gens qui font pendant 11 minutes. Ouais. Puis sinon, il y a Severin aussi qui sort un coffret de 3 films. Ça s'appelle, la collection s'appelle Antonio Margaretti and the Jungles of Doom, his 80s Adventure Films. Donc, c'est 3 films, des rip-offs d'Indiana Jones par Antonio Margaretti, dont on a The Hunters of the Golden Cobra, The Ark of the Sun God et Jungle Raiders. Je crois en avoir déjà parlé. À un moment donné, peut-être 2-3 ans, j'avais fait une... J'étais comme dans un mood de j'écoute des rip-offs d'Indiana Jones, puis j'avais écouté ceux-là. Ce que j'aime avec Antonio Margaretti, c'est que peu importe la qualité, mettons, de l'histoire du film ou du film en général, il y a toujours une bonne scène de miniature. C'est comme très old school sa façon de faire des effets spéciaux souvent, et c'est souvent avec des miniatures. Et même si tu le vois que c'est des miniatures, t'es comme wow, il y a du craft là-dedans, c'est bien fait. Fait que ça vaut la peine pour ça. Fait que voilà, ça sort. En fait, je pense que c'est déjà disponible officiellement sur le site de Severin depuis un bout, parce que j'ai commandé une copie il y a comme un mois, mais là, ça serait officiellement sorti dans les magasins à la fin du mois de mars. Donc, super. Voilà. Merci. Ça fait plaisir. Génial. Est-ce que tu veux que je te parle de comic book ou tu veux que je te parle du film que je suis allé voir vendredi dernier, Simon? Ça dépend. Lequel des deux tu penses que Laurent aimerait?
Je pense que Laurent aimerait mieux entendre parler du comic. Ok, fait qu'il choisit pour le film. Ouais, allons-y pour le film parce que, bonne nouvelle, je vais pas vous en parler pendant bien longtemps, mais j'ai fait un épisode complet de Bifurcation pour les membres Patreon qui est disponible en ce moment même. Donc, avec Antoine Pontbriand qui participe, on a fait au moins 45 minutes sur ce film-là, qui est en fait Scream 7. Je suis allé voir le dernier film qui est réalisé par le créateur de la franchise, Kevin Williamson, qui est revenu. C'est son deuxième film après Teaching Mrs. Kringle, quelque chose de même. Un film qu'il a fait il y a plus de 30 ans de ça avec Kelly Holmes. Donc, film qui reprend après... en fait, autant d'années s'est passé dans la vie que dans l'univers de Scream, si vous le savez, mais qui marque le retour de Neve Campbell dans le rôle de Sidney. Sidney Evans, maintenant, parce qu'elle est mariée. On a des personnages comme sa fille, qui est jouée par Isabelle May, Courtney Cox est de retour, Matthew Lillard également, c'est pas un spoiler, c'est dans toute la promo. Joe McHale, Roger Jackson, Madison Goodin et Jasmine Saver Brown, qui étaient dans les deux derniers, qui étaient genre les requels de Scream. Donc vraiment rapidos. J'ai vraiment pas aimé ça. Je suis un grand fan de la franchise des Scream, vous le savez, c'est la chose qui m'a introduit à l'horreur. C'est le premier film d'horreur que j'ai écouté très très tard dans ma vie. Je l'ai déjà mentionné. Puis j'aime tout le temps... j'ai toujours un bon moment, même avec les films que j'ai moins aimés de la franchise. À date, il faudrait que je les réécoute parce que j'étais dans des conditions très dérangeantes. Il y avait des gars qui parlaient juste en arrière de nous autres. Il va falloir que... Ouais, je leur ai dit avant de faire ma gueule assez intense. Mais ça a pris du temps avant qu'ils se la ferment. À date, c'est mon moins... il est pas loin de la fin de la liste des Scream. Écoute, je suis content de revoir Neve Campbell. Il y a des bonnes idées. Malheureusement, si vous avez vu la bande-annonce, je vous conseille de ne pas du tout la regarder parce que rien autour du film se décline au-delà de la bande-annonce. Tout ce qui est intéressant dans la bande-annonce se retrouve dans le film et il n'y a rien de plus. Et tout le côté métatextuel qui était très présent dans les Screams, c'est ce qui différenciait des autres slashers, à mon avis, et qui a un peu ravivé l'intérêt pour le genre jadis dans les années 90. C'est pas du tout présent dans le film, en fait, pratiquement pas du tout. Ça a été même dit par Kevin Williamson. Ça, c'est le film n'attaque pas le côté métatextuel. En l'écoutant, je me suis dit à un moment donné, ce film-là aurait pu faire partie de n'importe quelle autre franchise générique d'horreur ou un film directement sorti en Netflix ou en VOD, puis on met Scream par-dessus sur le titre. Et il n'y a rien qui me... Au-delà des personnages, il n'y a rien qui me rapproche ou qui me rattache vraiment à la franchise d'origine. Puis tout ça pour plein de raisons. C'est le scénario le moins original de la gang. Ils ont essayé des nouvelles affaires, mais ça marche plus ou moins. Si vous avez vu la bande-annonce, petit spoiler vraiment rapidos, on voit la fameuse maison où le Scream 1 et le Scream 5 culminent, qui est mis à terre, qui est brûlé. Fait que tu te dis, là, ils vont aller dans des nouvelles directions. On veut vraiment comme changer. On va brûler le statu quo d'une certaine manière, puis on va passer à autre chose. Puis non, ça reste très, très prudent malgré tout pour une franchise qui est souvent reconnue pour avoir essayé de pousser un peu le bouchon. Fait que je le conseille pas. Je vous dis, attendez, si vous êtes fan de Scream, la sortie en VOD ou en DVD, en Blu-ray. Mais en attendant, n'allez pas gaspiller votre argent pour ce film-là, à moins de vraiment être un gros fan hardcore. Perdez pas votre temps. Si vous voulez une critique complète, allez vous abonner à notre Patreon. L'épisode est déjà disponible. Puis on a fait 45 minutes avec Antoine où on voit un petit peu plus en détail là-dessus. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais, à date de ce que j'ai lu, là, les critiques, ça marche pas. Là. Ça marche pas bien, ça m'a déçu. Non, c'est malheureux. Je trouve ça plutôt... c'est assez safe comme film, étrangement, pour un film de Scream. Là, j'entends d'ailleurs de l'activité dans mon corridor. Je pense qu'il y a un Laurent Boutin qui va appear dans pas long. Et oui, justement, on le voit, notre ami Laurent Boutin. Regarde, je vais faire mettre à la caméra. C'est Laurent. Il est arrivé. Bonjour Laurent. Bonjour. Salut. Bon, tu m'entends? Tu m'entends, tout est correct? Oui. Oui. Oui, j'entends. Simon? Oui. Ah, j'entends tout le monde. Tout le monde est là. Et voilà, salut, man. Salut. T'es bien arrivé. Je parlais de Scream. Je me suis dit... En fait, Simon s'est dit, c'est quel le sujet que Laurent voudrait moins entendre parler? Je me suis dit, probablement Scream. On a parlé de Scream. Mais non, tu sais que j'ai fait un marathon de tous les Scream à l'Halloween. C'est vrai? Ouais. Ah, je sais pas ça. Dans le temps, j'avais vu les 2 premiers dans le temps.
Ouais. Seulement. Dans le temps, tu veux dire dans les années 90? Ben, quand ils sont sortis, mettons. Il y a plus de 30 ans de ça. Ouais. Oh, tabarnak. 30? Oui, ben oui. Mais j'avais jamais vu la suite, puis là, je les ai toutes bingées, genre, en 2 jours, fait que tout est un peu une espèce de gros pain de Scream dans ma tête. Ouais, je comprends. Mais écoute, Un rajoute-en pain pas. C'était ma conclusion. Attends un peu. Ah ouais? Ouais, malheureusement. Mais je pense pas que j'ai assez aimé ça pour aller le voir en salle, mettons. Okay. Mais je vais sûrement le regarder. Je comprends. Attends, quand ça va sortir éventuellement en VOD. Ouais. Regarde, on va enchaîner avec toi puisque tu viens d'arriver, puis t'es tout frais et dispo. En Et plus, là là. t'as pas eu de retard cette semaine. J'imagine qu'il y avait pas de gens qui gossaient à la fin. Non, parce que imagine-toi donc que c'était l'inventaire. Oh! Fait qu'on était fermé, mais en même temps, je suis brûlé raide. Ah, t'es brûlé. Tout le monde est brûlé. Moi, je suis Simon aussi, malade. elle est malade. Puis, Super. ouais. Puis, ben, tu peux te remonter le moral si tu veux. Check. Oh, yes! Oh! Ah oui, la toune. That's it. Fait que ça va partir de façon random durant le show. Ben, Comme dans il le se film doit. The Visitors, comme il se doit, parce que ça a l'air que c'est comme ça qu'on utilise des chansons thèmes. Ben voilà. Oui. Écoutez la fin de l'épisode pour comprendre ce qu'on veut dire, mais Mm-hmm. ça va peut-être partir pour venir nous booster de façon aléatoire durant l'émission. J'adore ça. Ouais, parfait. De quoi? Je peux parler d'une BD que j'ai lue? Non, c'est pas vrai. Ah ouais, OK. Tout le temps. Il y a une autrice que j'aime bien qui s'appelle Florence Dupré-Latour qui a fait beaucoup de bandes dessinées, surtout autobiographiques en général, mais un peu de fantasy. C'est elle. J'en ai peut-être parlé il y a genre vraiment beaucoup d'années. Elle avait fait un album qui s'appelait Sigish ou le maître du jeu. Ouais, ça me dit quelque chose. Le principe, c'était qu'elle jouait son personnage de Dungeon, qui était comme chaotic evil, mais dans la vie de tous les jours. C'est une espèce d'auto-fiction où elle agit comme un personnage de marde. En tout cas, Sais-tu où ça avait été publié, ça? c'était à l'origine, genre chez Ankama, dans le label C'est ça, un 9. Mais je pense que ça a été republié récemment chez Rue de Sèvres. Bref, elle a sorti un nouveau livre, 2 nouveaux livres en fait, mais là, je suis là pour vous en parler de celui que j'ai lu des 2. Ça s'appelle Les Moribonds. Les Moribonds, en gros, c'est des zombies. C'est une BD qui se passe pendant une invasion zombie, donc un truc post-apo, mais le catch, c'est que le personnage qu'on suit, c'est un vampire. Un vampire? Vampire, vous avez dit vampire? J'ai bien dit vampire, mais donc un vampire dans une invasion zombie, et donc que lui, il peut pas boire le sang des zombies puisqu'ils sont décédés. Fait que là, il protège un petit cheptel d'humains qui est comme un peu ses animaux de ferme. Ah, je vois. Parce que il y a plus... Tu sais, il y a plus... C'est ça, faut qu'il protège la nourriture, en gros. Ben Puis là, ouais. tout ça devient comme... Tu sais, c'est un peu joué comme une blague, mais ça devient une espèce de réflexion sur les enjeux de pouvoir, mettons. OK. Qui est comme, tu sais, il les traite comme du bétail, puis il est comme, vous allez faire ce que je veux parce que je vous protège, puis là, les humains sont comme, ouais, mais en même temps, t'as besoin de nous, tu sais. Comme, fait que c'est toi qui va faire les tâches, ça n'a pas besoin d'être nous, parce que c'est toi qui as besoin de nous. En tout cas, ça devient comme vraiment complexe. Intéressant. OK. Intéressant, puis tu sais, c'est vraiment une réflexion sur genre, j'étais vraiment de shit, puis là, quelque chose est arrivé, puis je suis vraiment plus de shit, puis là, je suis obligé de genre travailler, ce que j'ai jamais fait de ma vie, parce qu'avant, j'avais des ressources à profusion et tout, fait que c'est comme, c'est un one-shot chez Casterman qui, il a l'air de rien, mais qui pose des questions comme sur la lutte des classes, mettons, mais dans un contexte de zombies et de vampires. Fait que je recommande chaudement. Ça m'a fait à la fois rire et j'ai trouvé ça intéressant comme réflexion. Répète le titre, s'il te plaît. Les Moribonds. Les Moribonds. Parfait. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. Monsieur Simon. Une nouvelle à propos des X-Men. Il va y avoir une nouvelle mini-série qui s'appelle X-Men Outback. Donc, on retourne à l'époque... pendant la run de Chris Claremont, où les X-Men étaient
dans le Outback australien. Oui, OK, c'est donc une période où ils étaient là, leur base était là, c'est ça? Exact. Après que les gens pensaient que les X-Men s'étaient sacrifiés pour combattre, je me souviens plus, c'était en tout cas, je rentrais pas. Oui, c'est le Mr. Sinister. Donc, c'est ça. C'est l'auteur Steve Orlando qui a écrit quelques mini-séries de X-Men et qui écrit Sorcerer Supreme présentement, qui a écrit en fait toutes les séries de Scarlet Witch depuis 2-3 ans. Et dessiné par Stephen Segovia, qui a dessiné à l'époque Alien, quand c'était Alien dans l'ère Krakoa. Et toutes les covers vont être faites par Russell Dauterman, qui est un excellent artiste de X-Men. Et donc, ça va être 5 numéros qui se passent à l'époque de la période Outback. Donc, les personnages qu'on a, le team, en fait, c'est Storm, Wolverine, Rogue, Colossus, Dazzler, Havok, Psylocke, Longshot et peut-être Jubilee. Il y avait aussi Gateway qui était l'espèce de... c'est un bonhomme qui faisait aller une espèce de comment je pourrais appeler ça? Un cerceau, c'est quoi? Un genre de cerceau. Ouais, en fait, c'est qu'il servait pour faire la téléportation. Fait qu'il pouvait envoyer les X-Men un peu partout dans le monde. Donc, je suis vraiment curieux parce que c'est vraiment, moi, c'est ma période préférée de Chris Claremont. Des X-Men. Donc, ce team-là était vraiment le fun à voir ensemble. Fait que il n'y a pas eu beaucoup non plus d'exploitation de ça. On retourne souvent dans des vieux teams, souvent quand on fait des séries rétro, mettons. Mais celle-là, c'est rare qu'on l'a revisité. Fait que, je savais même pas qu'il y avait eu cette période-là dans l'histoire des X-Men. Ouais, moi non plus. C'est genre... 87-88 à peu près. Ça a duré une couple d'années. Tu sais, mettons, juste pour vous dire, la fameuse cover de Wolverine qui est comme crucifié sur un X, c'était vers la fin de ça. Puis Jubilee, elle arrive dans ce bout-là, en fait, qui s'est fait téléporter d'un centre d'achat, genre en Californie, à le Outback, puis là, comme, what? Puis là, c'est elle qui sauve Wolverine. Fait que, non, il y avait beaucoup de bonnes histoires là-dedans. Fait que je suis curieux de voir ça. Est-ce que des fois, ils ont des problèmes avec de la faune australienne? Pas la faune. Genre un gros boxeur. Genre des grosses crises d'araignée. Ouais, des grosses... n'importe quoi. Là. Non, il y avait des problèmes avec les Reavers, je crois. Ou c'était comme des cyborgs qui étaient là. OK. les fameux cyborgs du Outback. Oui, c'est vrai qu'ils en ont des affaires bizarres en Australie. Mais à leur défense, ces cyborgs-là ont été introduits par un autre pays. C'est pas de leur faute. Ça fait pas partie de la faune locale. C'est ça. Non, c'est ça. Moi, merci Simon, j'ai une nouvelle qui est peut-être la nouvelle que Laurent voulait entendre. On verra. Peut-être qu'au final, tu vas me dire que j'ai pas rapport. Mais ça vient du Comics Pro, le congrès de professionnels de la BD américaine, dont j'ai sorti quelques nouvelles la dernière fois qu'on s'est parlé, puis en restant encore, puis celle-ci, je voulais absolument en parler parce que ça concerne le moneymaker du nom de Robert Kirkman, qui est un grand du comic américain, et qui va revenir dans pas long pour la première fois depuis Invincibles au genre de super-héros. Donc depuis sa création d'Invincibles, depuis sa série plutôt, il n'avait pas vraiment attaqué le sujet. Et là, il part d'une nouvelle série qui sera coécrite avec Joe Casey. Et cette série-là s'appelle Terminal, à ne pas le mélanger avec le gros roman Germinal, c'est pas du tout la même chose. Avec le film de Steven Spielberg, là, c'est Tom Hanks s'est pris à oui, exactement, c'est ça. C'est l'adaptation avec des super-héros. Pas très super-héroïque, mais... J'ai pas pensé à ça. Ouais. Qui a été tourné aussi à Montréal. Ah oui, c'est vrai. Dans le temps, c'est vrai. Donc, non, ce n'est pas à confondre avec le film de Spielberg. The Terminal. Avec un style, là, je vois juste ça. Donc... c'est pour l'occasion, en fait, pour revenir au genre du super-héros, Robert Kirkman, qui est aussi à la base un grand fan de comics, a décidé de ramener des grands noms du comics pour faire sa série. Donc, chacun va faire à rotation un numéro qui leur appartient. Donc, il y a 3 auteurs, 3 dessinateurs. C'est Andy Kubert, Andy Finch,
et Arthur Adams, pardon. Donc, 3 qui vont, à tour de rôle, vont se faire un numéro en rotation. Si tout va bien, ça va bien aller, il n'y aura pas de fill-in, comme on dit. Donc, Terminal, c'est quoi l'histoire? C'est 2 groupes de personnages qui ont des super pouvoirs qui s'affrontent dans une guerre qui est secrète, qui brouille un peu la ligne entre qui est un héros, qui est un vilain. Et là, tu as un personnage qui est à la recherche de sa sœur, qui a disparu. Elle se trouve mêlée à ce conflit-là. Et on n'en sait pas plus, mais tu regardes le cover, ça fait très... pensez vieux comique des années 90, Young Blood un peu, mais c'est présenté comme le comique le plus violent et le plus inusité de 2026. Ça reste à confirmer, mais c'est intriguant. Sorti, premier numéro, le 22 juillet 2026, bien sûr, et ce sera édité sous l'étiquette de Skybound, qui est sous Image Comics, donc l'étiquette de Robert Kirkman. Ça s'en vient, ça s'appelle Terminal. Voilà. Yes, sir. Ne pas confondre avec... Terminal. Terminal. Il y a un 2, c'est pour ça que ça marche. Ouais. Mais là, c'est quand même des vieux de la vieille, là, les dessinateurs. Ben oui, mais c'est ça. Il s'est dit, je vais aller chercher des vétérans pour pouvoir travailler là-dessus. Puis, d'après moi, il va mettre le paquet. Ouais, Arthur Adams. Ben, David, moi, je me souviens que quand j'étais jeune, j'ai commencé à lire du comic. David Finch, c'était quelque chose, là. C'était l'artiste que tu voulais sur ton titre. Puis, c'est ça. Vous avez l'air comme pas convaincu. Ben, on dirait que le pitch est comme très générique, mettons. Oui, mais fait que ça reste. Je donne la chance au coureur. Mais c'est Robert Kirkman. Ouais, mais c'est ça. Parce qu'il va détourner ça d'une autre façon. Ouais, c'est ça. Mais je suis comme, à date, je suis comme, OK, d'accord. On va voir. Ben oui. On s'en parle. Je vais ressortir cet extrait-là qu'on va en parler. Éventuellement, j'imagine qu'on va en parler. Vas-y donc, Laurent. Moi aussi, je peux parler rapidement d'une annonce de comic que j'ai vu passer. C'est IDW qui annonce qu'en juillet aussi, ils vont sortir un comic de Godzilla. Et oui, encore une fois, parce que... Il n'arrête pas d'en sortir. Ben, là, ces temps-ci, il y en a, là. Il y en a du schmuck de Godzilla. T'as vu, là, Godzilla versus Roméo et Juliette? Oui, ben c'est ça. Il y a c'est pas une joke. Non, c'est pas une joke. C'est comme Godzilla versus les classiques. J'ai vu aussi Godzilla versus Texas, qui est en train d'être publié. Il y a des affaires de Godzilla dans l'espace. Je suis comme... Tu sais, tout ce genre d'affaires, je suis comme... Ah, ça a l'air dégueulasse, mais je vais le lire pareil. Oui, puis ça peut pas être pire que Godzilla versus GLA. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que, bon... wait and see. Il y a peut-être des affaires qui seront potables dans l'eau, mais celui-là, il avait l'air vraiment nice. Ça s'appelle The Horror of Godzilla. C'est un comic en noir et blanc qui est vraiment comme axé sur le Godzilla terrifiant. Des années 50? Ils mettent ça dans genre Godzilla 1954, donc le premier, ou ceux qui ont aimé Minus One, puis Shin Godzilla, donc vraiment comme de quoi de... où Godzilla est une force de la nature. Est une force de la nature et destructrice, donc pas le Godzilla qui est sur Monster Island à jouer avec ses amis, mettons, que j'aime aussi. Ceci dit, mais j'ai vu, il y avait 2-3 pages par un dessinateur qui s'appelle Tristan Jones, que je ne connais pas, mais qui est, en tout cas... Les extraits étaient vraiment beaux. J'étais vraiment intrigué. Puis là, j'étais comme... Ça, c'était dans la catégorie de... OK, pas nécessairement du schlock que ça donne si je lis, mais celui-là, je vais checker pour vrai. Comme je le mets sur ma watchlist. Fait que... c'est ça. C'est comme basé... Un truc 100% horreur de Godzilla. J'ai vu aussi... Puis là, il faudrait que j'aille fouiller là-dessus, mais je suis allé gratter. Il y a un RPG, donc un role-playing game qui s'en vient de Godzilla, dans l'univers de Godzilla, un peu à la manière de Donjons & Dragons, un peu à la manière des RPG, là, tabletop là, qui existent. Et je pense qu'il est en Kickstarter en ce moment. Donc je suis bien intrigué à savoir qui on joue. Est-ce qu'on joue Godzilla ou c'est le jeu? On est des kaiju ou un kaiju ou des humains? Parce que si c'était des sûrement humains... qu'on va être des humains. Si c'est des humains dans des scènes de bureau, là, c'est dole. Ça va juste être des scènes de bureau. Des scènes de bureau, de savoir la politique pendant que la ville est détruite par Godzilla. Ouais. Mais en même temps, si c'est un kaiju, c'est vraiment juste la tapoche. Ben, c'est fun. Ça fait des games quand même excitants. Ouais, c'est vrai. Ça fait des games qui sont pas trop longs non plus. Moi, j'imagine. J'ose espérer. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en fin de semaine, je suis allé chez la gang des Drollistes qui ont un podcast sur les jeux de rôle. C'est des amis à moi qui ont ça depuis longtemps. Puis on a enregistré pendant genre 9 heures de temps. Fait que vous allez avoir en masse de stock
si vous voulez vous abonner à leur... ils ont un Patreon, mais si vous voulez aller écouter... 9h. Ouais, 9h. C'était une longue session. Oui, on avait des pauses, je te le confirmer. C'était dans l'univers des Aliens. Ils viennent de relancer Alien, une deuxième édition de leur fameux jeu de rôle. Puis c'est vraiment intéressant, le mode est intéressant. As-tu gagné? Ben, tu peux pas vraiment gagner dans Alien. J'ai l'impression que c'est soit tu meurs ou tu meurs pas, puis il y a toujours un prix à payer. Mais on n'a pas fini la game. Fait que je peux pas dire si on a gagné ou pas. On s'est pas rendu au bout. Il y aura un autre 9 heures éventuellement? J'imagine, oui, éventuellement, dans plusieurs semaines. Mais c'est vraiment cool, le stock qu'ils font. Puis c'est les gars... d'un, ils sont drôles. Là, on joue pas de façon sérieuse. Moi, je fais du role-playing, mais je joue un corporate sleaze. Puis mon personnage s'appelait Olivier Secondo. Donc, c'est un hommage à mon politicien préféré, Olivier Primo, ce grand intellectuel. Attention à ce que tu dis, là. On est dans un univers où il faut pas se jinxer. Ouais, c'est ça. Mais c'était mon inspiration. Donc, je jouais un genre de corporate sleaze un peu premier niveau. Puis j'arrêtais pas d'utiliser, comme ils disent dans le livre, se faire des amis, influencer les gens, répéter le nom de la personne, puis faire du eye contact, puis répéter en même temps. Tu sais, c'était comme des shit de même que je faisais. Fait que j'étais juste un troublemaker. Fait que je joue, mais tu sais, la réalité, c'est que je connais pas les règlements. Là. Fait que, dans celui-là, peux-tu jouer des aliens? Tu peux jouer... Non, tu peux pas jouer des aliens, tu peux jouer... juste des humains ou des humains robots, ou des androïdes, ouais, c'est ça. Puis ton androïde peut avoir des capacités différentes. Là. Tu peux être un pilote, tu peux être un marine, tu peux être un docteur, un scientifique, un corporate sleaze. C'est ça. Peux-tu être un enfant dans le corps d'un cyborg? Je sais pas si tu peux être un enfant dans le corps d'un cyborg, mais tu peux jouer un enfant. Il y a un rôle qui est celui de l'enfant. Peux-tu être un David puis jouer de la flûte avec toi-même? Ben, si tu joues un androïde, j'imagine que tu peux pousser la game dans ce homo-érotisme-là si ça te tente. C'est à toi. Ça t'appartient. Ça t'appartient. Mais donc, ça va sortir sur le feed RSS des drôlistes. Les drôlistes est le nom du podcast, si ça vous intéresse. On était où? Je pense qu'on était à Simon. À Simon. Ouais. Tant qu'à parler de Godzilla, moi je vais parler de quelque chose que j'ai spoté. Ils ont annoncé une deuxième vague de jouets Playmates qui sortent des les action figures de Teenage Mutant Ninja Turtle qui font un crossover avec Godzilla. Eux autres aussi. Oui, donc la deuxième vague a été annoncée et on a Donatello en Jet Jaguar. Ouais. Bon, OK. Splinter en King Caesar et Shredder en Mecha Godzilla. Donc, ça sort à l'automne, je crois. Il y a déjà 3 qui sont sortis, qui sont disponibles. On a Raph en Rodan, Leonardo en Godzilla, avec des très grosses jambes. Parce que, tu sais. Et il y a Mickey en King Ghidorah. Donc, c'est ça. Vous pouvez aller voir des images. Wow. Ouais. Toi, tu te l'as acheté? Je sais pas, peut-être. Moi, je pense que je vais m'acheter Donatello en Jet Jaguar. Il est quand même nice. Ouais. Si je me souviens bien aussi, il y a une série en ce moment de comics parce que les deux s'affrontent. Ouais. Peut-être un autre crossover. Mettre ça dans pas liste de schlock. Ouais. On a tous une boîte de comics de laquelle on n'est pas fier, mais en même temps qu'on protège comme la prunelle de nos yeux. Moi, j'ai encore les comics de Alien vs Predator vs Terminator chez nous ici. Là. Ah ouais? Ouais, qui se voulait une suite à Alien 4 et c'est de la crise de marde. Je vous le dis. Moi, mais je veux les garder, je vais pas m'en dépareiller. J'ai toute la mini-série des Marvel Apes. Ouh! Donc, c'est comme quoi les personnages de Marvel? Moi, mais en singe. OK. Parfait. C'était pas bon. Moi, mon intention est de commencer à collectionner tous les comics de Jay Silent Bob. Oh là là. OK. Il y a eu Jay and Silent Bob. Bob. Je te le donnerai. Pour vrai? Ah ouais? Ben, il me semble. Ouais, je le prendrai. Il y a Jay Silent Bob's Meets Archie qui est sorti l'été passé. Fait que je l'ai acheté, qui est une suite à Clerks 3. Et là, a été annoncé la semaine passée, mais vous n'étiez pas là, j'étais avec Antoine. Jay Silent Bob qui se passe dans l'univers de Marvel Comics. Ouais, j'ai vu ça passer. Donc ça, je vais le commander aussi. Ça va faire partie de ma playlist. Mais il y avait une série. Moi, j'ai au moins un trade de Clerks, le comics. Là, oui, ça se peut. Qui était aussi... Il y avait un dessin animé aussi, je pense. Il y a eu un dessin animé qui est considéré pas canon. Ouais, c'était comme en même temps. Ah! La même... En tout cas, visuellement. Visuellement, c'est un peu le même style. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, série que j'aime beaucoup. Le deuxième épisode, c'est un clip show. Le deuxième épisode est un clip show du premier.
Bonne blague. D'ailleurs, c'est drôle parce que Gab, à qui je faisais référence tantôt, qui est un membre Patreon des Mystérieux Étonnants, qui est sur le Discord des Mystérieux, a commencé à écouter, il est plus jeune que nous, là, il y a 26 ans, je pense. Il a commencé à écouter les Kevin Smith de façon... Ouais. Et là, il suit ce qu'il fait, c'est qu'il se tape un film, puis là, il écoute la bifurcation. Parce qu'on a fait toutes les bifurcations sur toutes les Kevin Smith. Toutes les Kevin Smith en bifurcation. Puis il découvre un univers, puis il aime ça pour l'instant. Il aime ça, OK. Oui, mais il est juste rendu à Jason and Bob. Là, ça va commencer à... il a vu le bon stock. Il a vu le bon stock. Là, ça va commencer à filer comme du copy-paste. Là. Non, pas long. Écoute, bonne chance, Gab. Bonne chance, Gab. Hey, en parlant de réimpression, de faire du copy-paste, j'ai une petite nouvelle, moi aussi. Un crossover entre GLA Avengers, on avait parlé à l'émission, c'est un crossover qui était considéré quand même ambitieux en 2003, puis il avait fait une édition il n'y a pas si longtemps de ça, une série de Kirk Busiek et George Perez. C'était surprenamment très bon. C'était bon, puis c'était très... il y avait du cœur là-dedans. On a eu du travail là-dedans. Ben là, Marvel Comics et DC Comics s'apprêtent à faire une réimpression, mais pas d'une collection, donc pas un trade, mais bien de ce qu'on appelle, c'est des Facsimile Edition, donc des éditions très proches, comme dans le temps, en single issue. Donc les 4 numéros qui ont formé GLA Avengers, Avengers GLA, vont être republiés à partir de cet été. Le premier numéro va sortir en mai du côté de Marvels, le deuxième en juin du côté de DC, le troisième du côté de Marvel en juillet et le quatrième et dernier du côté de DC en août. Donc au courant de l'été, vous allez pouvoir collectionner les 4 numéros qui vont compléter la série au grand complet. Est-ce qu'ils vont pousser le facsimilé à mettre les mêmes pubs à l'intérieur? Il y a certains facsimilés qui l'ont fait par le passé et dans la nouvelle que j'ai lue, c'était pas indiqué. Donc ça m'a... J'avais pas l'information parce que je cherchais vraiment à savoir s'il allait faire ça parce qu'il y a eu des facsimilés, entre autres, de Youngblood où on a sorti les vieilles pubs. Il y en a eu d'autres par le passé. Des pubs de Got Milk. Genre, puis d'autres affaires d'annonces de Sega des années 90. Qui étaient edgy, mais il n'y avait pas c'était pas spécifié. Mais habituellement, quand on les dit facsimilé, on essaie de rester le plus proche possible, autant la couleur. Ben, normalement, c'est ça que le mot sous-entend. Oui, c'est que c'est exactement pareil. On va le découvrir. Juste 4 numéros, tu peux rajouter ça à ta liste, Laurent. Ouais, j'ai assez de Godzilla de même. C'est pas du Godzilla, ça, c'est du c'est ça. GLA Avengers. Il n'y a plus de place pour d'autres choses. Ah, ok. Bon. Si vous êtes l'être cher, peut-être achetez ça, alors, hein, si vous écoutez en ce moment. Sinon, ben écoute, c'est comme quand même la suite, ben pas la suite, mais je veux dire, ça suit l'élan que DC et Marvel ont eu dans les derniers mois, donc de faire des crossovers comme dans le temps. On se souvient, on sorti récemment Deadpool, Batman, Deadpool, puis là, il y a un crossover aussi entre Spider-Man et Superman qui s'en vient, le deuxième, parce qu'il y a eu un jadis. Donc, c'est cool, même si les deux sociétés appartiennent à des grosses entreprises, ils se permettent de faire des crossovers. C'est quelque chose que je m'y attendais pas. J'avais même prédit que ça allait pas arriver avant un bout, mais là, ils le font. Puis en espérant qu'il y a d'autres projets qui vont découler de ce genre d'initiatives entre deux grands du comic book américain. On était rendu à toi, Laurent, je crois, non? Je sais plus. Ça va, ça vient, c'est le ça flow, rebondit. C'est le flow. Hein? Je vais vous recommander 2 films que j'ai vus et qui s'écoutent gratuitement. C'est-tu pas beau, ça? Hein? Sur Tubi? Je pense à vous. Même pas. The Visitor? Le premier... The Visitor. Je vais leur demander tout ça. Ah. Oh yeah! Le premier, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage qui a passé, à plein écran, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, mais il a passé la journée que j'ai pas pu regarder le festival. Mais je savais qu'il y avait un extrait de ce film-là dans la bande-annonce de plein écran. Et ce frame-là m'intriguait beaucoup, fait que j'ai tracké le film qui est finalement trouvable sur le site web de TV5 ou uni.tv. Selon comment vous aimez l'appeler. Donc, c'est un court-métrage qui s'appelle Boîte à savon. C'est un court 17 minutes réalisé par un gars qui s'appelle Jimmy G. Pettigrew, que je ne connais pas personnellement. Je pense qu'il m'a rajouté sur Facebook. Ah ouais? Il doit avoir peu d'amis, merci, c'est gentil. Non, voyons. C'est quoi le mot qu'il cherche? De degré de séparation avec nous, parce qu'il y avait un segment dans Montréal d'Eden, l'espèce de projet de Rémi Fréchette. Ouais, c'est ça. Des sections faites par plusieurs réalisateurs d'horreur. Voilà. En gros, boîte à savon, ça le dit dans le titre, c'est des jeunes qui font une course de boîte à savon, mais esthétiquement et
tonalement, mettons. C'est vraiment comme si Michel Gondry réalisait un conte pour tous, mettons. Oh, j'aime ça. Fait que c'est des enfants qui font une course d'auto faite. Mais genre, il y a toutes sortes de techniques filmiques, là. Il y a comme du stop motion, il y a comme des marionnettes, des trucs de carton qui bougent à l'écran et tout. Puis c'est comme vraiment un court film super drôle, super dynamique, vraiment comme surprenant. Genre, j'ai vraiment, à 2-3 reprises, éclaté d'un genre gros rire comme sonore là, de genre wow, je m'attendais pas à ce qui se passe ça, qu'est-ce qui se passe, c'est vraiment pété, puis tout ça dans une espèce de feeling de conte pour tous, bon enfant, où genre tout le monde est gentil finalement, mais c'est comme, en tout cas la compétition est un peu factice, où les enjeux sont comme pas vraiment si graves que ça, fait que j'ai full trippé, j'ai vraiment comme aimé ce film-là, vraiment un 20 minutes bien investi là, sur donc le site de TV5. Boîte à savon. Pour vrai, je le recommande chaudement. C'est le meilleur film que j'ai vu cette année à date. Wow. Toutes catégories confondues. Oui. Wow. À part peut-être The Visitor. Mais bon, c'est dur à savoir. C'est dur à savoir ce qu'est le Visiteur. Oui, voilà. Puis sinon, sur le site de l'ONF, cette fois-ci, j'ai regardé un documentaire qui s'appelle Post-humain d'une actrice-réalisatrice qui s'appelle Dominique Leclerc. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, ça a l'air vraiment cool. En gros, la prémisse, au début, c'est genre je suis atteinte de diabète de type 1. Je trouve que mon corps, c'est de la merde, que je suis obligé de me contrôler le glucose en me piquant plusieurs fois par jour. Puis tout, c'est comme, je peux pas croire qu'il n'y a pas un moyen de comme bypasser cette maladie et mon corps pour que j'ai pas à faire ça. Fait que là, c'est comme si elle s'embarque dans une genre de quête de... Elle tombe dans le transhumanisme? Ouais, de hacker le corps humain. Ouais. Puis là, elle se met à aller à plein de conférences, puis de congrès. De congrès, c'est ça le mot que je cherchais, merci. De congrès où ce qu'il y a genre de transhumanisme, puis de post-humanisme, puis de gens qui essayent, qui s'intéressent à genre abolir le vieillissement, hacker la mort. Que ça sent quand ça pète. Genre, tu sais, comme, c'est ça, comme arrêter que tes cellules vieillissent et tout. Puis tout, je suis comme... Puis là, c'est un film... Je sais pas ce que j'en pense, mais c'est vraiment fascinant. C'est comme un documentaire aussi. Oui, c'est un documentaire où elle va rencontrer des gens qui ont des théories différentes sur genre le transhumanisme, puis sur, je sais pas, la cryogénisation, puis ce genre d'affaires-là. Puis c'est comme vraiment intéressant et fascinant. Puis c'est comme... Ça m'a confronté un peu parce que je suis comme... On dirait que de base, je suis comme, tu sais, comme tu devrais pas jouer à Dieu avec ces affaires-là. Puis là, il y a une autre partie de moi qui est comme, mais pourquoi pas si on le peut, genre. Ouais. Mais, tu sais, quand même des affaires vraiment fucked up d'un gars qui s'insère comme des capteurs, genre comme, tu sais, à même le bras, mais c'est comme vraiment huge, juste comme si tu prenais ton téléphone cellulaire. Puis il est en dessous de ta peau. Puis il est en dessous de ta peau. Puis je suis comme, man, c'est complètement fucked up ce que tu t'es fait là. Genre, pourquoi? C'est sûr que. Puis en plus, tu t'es fait ça toi-même, genre. Ça doit être d'une hygiène très douteuse. Genre, je suis comme. C'est comme se crisser sa carte puce sous la peau, man. Ouais, c'est ça. Je suis comme, OK, toi, t'as décidé que tu faisais ça, genre, puis que t'étais confiant avec ce que ça allait donner. Je suis comme, respect, I guess, mais en tout cas, fait que si c'est le genre d'affaires qui vous intéresse, pour vrai, c'est... Ouais, ça m'intéresse, je vais voir ça. C'est ça, tu sais, je trouve que ça va pas... Ça gratte pas super loin, c'est plus comme présenter un éventail de comme gens un survol. Ouais, c'est ça, mais tu sais, de plein d'idées différentes sur le sujet. J'imagine que c'est beaucoup des énergumènes, ce genre de sujet qui pourrait attirer des excentriques, non? Ben, je pense que oui, mais en même temps, tu sais, ils t'écoutent parler, puis ils ont réfléchi à leur affaire, puis ils ont l'air de... Tu sais, ils sont comme convaincants dans leur truc, tu sais. Je suis comme, évidemment, il faut en prendre puis en laisser, mais tu sais, eux, ils ont l'air de se croire pour vrai aussi, tu sais. C'est pas juste comme des gars qui font la pièce sur d'autres mondes, tu sais. Ils ont l'air d'être eux-mêmes très convaincus et investis. Ben, c'est comme les flat earthers, dans le fond. Oui, c'est ça. C'est tout ce que tu viens de dire pourrait aussi décrire un flat earther. Tout à fait, mais tu sais, le flat earther, il vend moins d'affaires. Tu serais surpris, man. Ouais. C'est souvent lié au grifting. Il y a beaucoup de ventes de cochonneries. Sûrement, mais c'est ça. Mais eux, ils te vendent un meilleur avenir.
Moi, je sais pas ce que j'en pense, mais c'était néanmoins très intéressant. Fait que c'est ça. Tous les films de l'ONF sont gratuits sur leur site. Fait que vous checkerez ça. Parfait. On va aller avec Simon. Vas-y, Simon. Oui. Moi aussi, je vais vous parler de quelques films que j'ai regardés, dont hier, j'ai regardé un film qui s'appelle Moontrap, un film de 1989. Moontrap. Est-ce que ça vous dit rien? Non, je pense que tu en as peut-être déjà parlé, mais je suis pas certain. Non, parce que c'est la première fois que je le regardais. C'est avec Walter Koenig, qui jouait Chekhov dans les vieux Star Trek. Oui, je sais. Et Bruce Campbell. Donc, juste pour ça, je me suis dit, hey, écoute, c'est un duo improbable, je vais regarder ça. Et c'est un film de sci-fi, deux astronautes qui découvrent un vaisseau spatial avec qui est comme défaite, et ils trouvent une espèce d'œuf qui ramène, et là cet œuf-là s'ouvre et finalement il y a comme des trucs électriques dedans et prend possession de plein d'affaires et devient une espèce de monstre robot, et là ils se mettent à y tirer dessus. Puis là plus tard après qu'il l'ait descendu, il s'en retourne sur la lune, il retrouve un autre œuf de même, puis là il retrouve un humain aussi, une humaine qui était pas vraiment une humaine, qui est une autre extraterrestre mais qui a vraiment l'apparence d'une humaine. En tout cas, c'était pas très bon. Okay. Et Walter Koenig en tant que lead action hero, c'est vraiment bizarre parce que c'est en 89, fait que là, il y a sa perruque là, puis mais il y a Bruce Campbell dedans. Un jeune Bruce Campbell. Bruce Campbell, très charismatique. Le duo est le fun quand même à voir. Fait que je te dirais que c'est plus une curiosité qu'un bon film. Tu sais, c'est comme, ça existe, ça. Mais c'est pas So Bad It's So Good. Non, on dirait que c'est peut-être trop lent pour que ça soit good. Okay. Fait que c'est ça. Letterboxd me dit qu'il y a un 2 de Moontrap. Oui, qui est sorti en 2017. Ouais, c'est quand même vraiment longtemps après. Mais avec personne du premier, qui s'appelle Moontrap Target Earth. Eh bien. Sinon, ça, c'est vraiment par hasard, là, je suis tombé là-dessus, mais il y a une série de films qui existe, qui est basée sur les romans d'espionnage d'un certain auteur qui s'appelle Jack Higgins. Et les deux films que j'ai regardés dans cette série-là, c'est Thunder Point et The Windsor Protocol. Les deux mettent en vedette Kyle MacLachlan dans le rôle de l'agent spécial Sean Dillon. Mais ce qui est particulier avec ce film-là, c'est que c'est tourné à Montréal. Et donc, c'est réalisé par Georges Mihalka, qui a fait, entre autres, Scoop, My Bloody Valentine, Pinball Summer et les Boy Scouts. C'est ça, dans Thunder Point, qui est comme le... En fait, moi, je les ai écoutés dans le mauvais ordre. J'ai écouté The Winter Protocol en premier, puis c'est le 4e de la série. Et là, le 3e de la série, c'est Thunder Point. Et dans celui-là, Kyle MacLachlan qui doit protéger Pascal Bussière. Et parce que elle, c'est la fille d'un genre d'explorateur qui a trouvé une valise qui date de la Deuxième Guerre, qui appartenait aux nazis, qui est le Windsor Protocol. On sait pas trop c'est quoi, mais c'est ça. Puis là, il faut qu'il la protège de Jean Leclerc, qui est un acteur qui joue dans plusieurs films, et de son sbire Dino Clavet. Ouais, et il y a d'autres acteurs aussi. Il n'y a pas juste des Québécois, mais quand même, il y a ça. Puis le fait que Kyle MacLachlan et Pascal Bussière ont une scène de sexe ensemble dans un bain. Ben là, c'est particulier de voir ça. Un mais bain de Montréal. Écoute, wow. Pourquoi pas? Puis aussi, il y a un caméo, pour ceux qui s'en souviennent, de la VJ Karina Hubert de Musique Plus. Oui, je me souviens de... Okay. Elle est là, mais elle dit pas grand-chose. Puis là, c'est ça. Ça, c'est ça, c'est Thunder Point, mais The Windsor Protocol, lui, c'est Kyle MacLachlan, encore, c'est vraiment la suite, qui... ce qu'on comprend, c'est que le Windsor Protocol, c'est une façon pour les nazis de mettre en place dans le gouvernement américain
un président qui suit un peu le nazisme. Donc, on est un petit peu trop proche de la réalité. Spoilers, ils n'en ont pas besoin de ce protocole-là. Non, c'est ça. Mais dans celui-là, on a le sénateur américain est joué par... Ah merde, j'ai oublié son nom, mais c'est pas important, c'est un acteur américain. Mais sa secrétaire, c'est Macha Grenon. Et donc, Macha Grenon, qui est comme sa secrétaire, et side piece. Pas trop. Sa maîtresse, c'est ça que je cherchais. Peace. Ouais. Écoute, c'est ça. Et on a aussi Sonia Benezra dans le rôle d'une tenancière d'un bar de danseuses qui s'avère être une nazie aussi, qui travaille avec le méchant. VJ dans le même... ouais. Dans le même univers. Et on a Widmir Normil aussi qui joue qui est là il joue un dirigeant africain français, je sais pas trop, mais qui se fait prendre en otage au début du film. Et la prise d'otage au début est dans l'espèce de tour qu'il y a à côté du pont Jacques-Cartier. Oui. Ouais. Donc, tu peux aller à la ronde, là, mais tu peux aller là-dedans aussi. Fait que ça se passe là-dedans. Puis, c'est encore réalisé par Georges Mialka. C'est pas... OK. À part ça, là, le fait que c'est tourné à Montréal puis qu'il y a du bon qu'on connaît, c'est vraiment pas très bon. C'est lent. Puis en plus, les copies que j'ai trouvées, ça sonnait comme tu sais les tubes de Yoplait, là. Oui. Genre le son était vraiment pas bon. Je suis sûr qu'il y a sûrement comme créé dans une toilette. Là. Ouais, c'est ça. Je suis sûr qu'il y a des meilleures version, mais c'est ça. Fait que là, comme je vous disais, c'était les 2 derniers films dans la série de 4 films, mais les 2 premiers, c'est pas Kyle MacLachlan qui joue le rôle de l'agent, c'est Rob Lowe. OK, un autre beau gosse. Ouais, puis fait que les 2 fois films qu'on fait référence à Rob Lowe cette semaine, c'est weird. Hein? Puis les 2 films qui sont sortis l'année d'avant, je pense que c'est Midnight Man et il y a On Dangerous Ground. Les 2 sont tournés à Montréal aussi. Et dans le cast de On Dangerous Ground, il y a Claude Blanchard. Fait que c'est ça. Puis Reg Laplonge, je sais pas. Reg Laplonge dans cet épisode. Il joue un nazi qui s'accuse des grosses planches. Fait que, c'est ça. C'est plus, encore là, c'est une curiosité que je me suis dit, je vais en parler parce que, tu sais, personne sait qu'il y a Kyle MacLachlan et Pascal Bussière dans un bain ensemble. Moi, je ne savais pas. J'étais content que tu me l'apprennes. Qu'il y a 2 VJ. J'ai texté Laurent dès que j'ai vu ça à l'écran. Tu sais pas ce que je viens de voir. Je suis comme, oh shit, non, quoi? Wow. Ces faits-là, vous les entendrez pas, vous les lirez pas dans le nouveau livre l'histoire orale de Musique Plus qui est censé sortir à la fin du mois. Probablement. On sait pas. On sait pas, mais ça m'étonnerait. Déjà, tu sais, Sonia Benezra, actrice, j'ai pas vu ça souvent, à part dans un téléroman, je pense, mais en tout cas. Donc, voilà. Sinon, juste rapidement aussi, hier, j'ai écouté un autre film qui s'appelle Love, Misery and the God Girl, un film de 2023 que j'ai trouvé sur Tubi. Puis c'est vraiment un film cliché d'un gars qui rencontre une manic pixie dream girl, mais qui est gothique, mais pas vraiment, là, parce que c'est une gothique cinéma. Mais c'est filmé, écoutez, c'est filmé très cheap. C'est des acteurs qui ont fait juste un film. Puis tu vois que l'auteur a beaucoup aimé les films de Kevin Smith puis les affaires de Josh Whedon, genre. Ah ouais. Des dialogues là, que ça pense être witty puis ça l'est pas. Ah wesh. Puis Star Trek Academy. Ouais, puis la fin m'a vraiment surpris parce que je pensais pas que ça allait aller là, mais pour ceux qui veulent pas que je spoil, avancez 2-3 minutes là, mais finalement la God Girl qui son père vient la voir souvent puis il dit qu'il approuve pas cette relation avec cet homme qui est juste un peu déprimé puis tu catches pas trop pourquoi puis finalement quand elle décide ok fuck it je vais être avec ce gars-là pareil elle se fait tirer dans un parc par un fou fait qu'il meurt puis là plus tard, elle revient, puis là, elle explique « Ah ouais, mais ce que je pouvais pas te dire, c'est que je suis un ange. Puis que mon père, ben, c'est Dieu. »
Fait que Dieu t'approuve pas. Ouh, ouais. Puis, mais que maintenant que je me suis sacrifié parce que c'est elle qui a mangé à la balle plutôt que le gars, ben, je suis maintenant plus banni. Et je suis maintenant humaine. Fait qu'on peut être ensemble. Ouais. Il y a aucun. Il y a rien dans le film qui te laisse présager que ça va aller là. Parce que c'est genre juste un film de très Hallmark, là. Mais juste mal écrit, puis mal filmé. Mais, déjà que Hallmark, c'est vol pas. puis il y a cette fin-là qui arrive, c'est comme what? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Fait que voilà, c'était. Moi, je donne 2 sur 10 à ce film-là, je le recommande chaudement. Excellent. Moi, je fais une petite nouvelle concernant le 50e anniversaire de la série, série sporadique de What If, ici. Ouais. Parce qu'avant d'être une série d'animation de Disney+, c'est une série de comics qui est publiée de temps en temps du côté de Marvel Comics. Une série à travers laquelle on va explorer des points tournants, des moments importants de l'univers du comic book, mais on va y mettre une petite twist, on va les réimaginer, puis on essaie d'explorer qu'est-ce que ce serait si c'était passé ça. Et donc, pour souligner le 50e anniversaire de What If, ça fait quand même longtemps, Marvel Comics va sortir 8 one-shots, donc c'est 8 numéros séparés qui n'ont pas de lien cet été. Et on commence avec What If, qui ça va intéresser Simon, là, en juin, What If Uncanny X-Men numéro 1 de Jared Hogan et Jan Bazaldua, dans laquelle on explore la question que tout le monde se pose depuis longtemps. Et si Scott Summers n'avait pas laissé Madeline Pryor? Ah ben, quand même. Avec. Fait que le petit Scott, on voit qu'il aime bien les bad girls. Donc en juin, ça c'est en juin. En juin aussi, What If de Tyrone Grunbeck et Sergio Davila. On réexplore les origines de Thor, mais on y met une petite twist avec un symbiote. Go for it. Ben okay. Ouais, why not? Pourquoi pas? Sinon, les autres en rafale, on est dans What If si l'univers Ultimate avait survécu à Secret Wars de Jonathan Hickman. Mm-hmm. Intéressant. Si l'araignée radioactive de Spider-Man avait mordu Jessica Jones à la place. Okay. Si Kraven avait survécu à son suicide. Ouais, son suicide, ouais. De Kraven the Hunter. C'est assez trash. Et l'autre, quand même intéressant, c'est si Cap se serait décongelé, mais seulement en 2099. Tu sais, parce qu'on sait qu'il y a une timeline qui est 2099, explorant comic book. C'est intéressant. Celui-là, c'est le titre qu'ils ont donné. Je sais pas trop en quoi en penser. Si les Runaways n'avaient pas run away, donc c'était pas sauvé. C'est con. OK, weird. Okay. Et le dernier, c'est Cassandra Nova avait tué Charles Xavier. Cassandra Nova, qui est sa jumelle. Donc voilà. Moi, je suis là-dedans, là. Je suis en train de lire Morrison. T'es là-dedans, là, fait que cette zone-là. Là, fait que voilà. Ça sort le premier numéro en juin prochain. Puis il va en avoir 8 au total durant l'été. Ça m'intrigue quand même assez. Ça m'intrigue. Ben ouais. Et tu vois, de temps en temps. C'est chill. C'est chill. Est-ce que tu avais un dernier truc, toi, là? Non, j'ai commencé à noter une autre nouvelle de plusieurs cas de gens qui ont vu un homme ailé se promener en campagne en Floride. Puis là, j'étais comme, sur quel style de site de conspirer est-ce que je suis? Là, je suis comme, non, là, ça va, j'ai assez de nouvelles, là, ça va être ça. En même temps, une nouvelle très floridienne. Ça me surprend pas, là. Mais là, ouais, c'est en tout cas... Ouais. J'ai choqué. C'est correct. Quand le blog a commencé à faire oui, j'avais déjà rapporté des affaires comme ça en 2017, j'étais comme non, pas de nouvelles. Là, toi, Simon, t'avais-tu un dernier truc? Non. Parfait. Moi, je vais faire 2 petits plugs. Il y a Montréal Man qui est sorti maintenant, qui va sortir au complet, là, mais la nouvelle série dans laquelle Maxime Gervais joue. Oui. Fait que ça OK. Sur Télé-Québec. Puis sinon, lundi dernier, j'avais préenregistré, bien sûr, parce que c'était la semaine où on le fait, l'émission avec Antoine, et je faisais un événement pour mon travail. Et pour l'occasion, je suis allé dans une petite librairie de Montréal qui s'appelle La Livrerie sur Ontario, au 1284 rue Ontario-Est. C'est vraiment un endroit exceptionnel que j'ai vraiment tombé en amour avec. Malheureusement, c'est très loin de chez moi, là, mais c'est en plein centre-sud. Donc, c'est un café, puis à la fois, c'est une librairie avec des livres comme plus engagés. Il y a une sélection là, quand même. Puis, ils ont aussi la bande dessinée. Ils ont de tout, du keb, de la philosophie, énormément de BD, de livres justement plus engagés, style des collectifs ou des réflexions. Je suggère fortement l'endroit. Ils ont des événements aussi. Vous pouvez louer la place si vous voulez faire un lancement, par exemple.
Moi, je veux encourager le plus possible ce place-là parce que je pense pas qu'ils ont besoin de notre aide, mais c'est vraiment fantastique. J'ai vraiment adoré la place, puis le staff était vraiment fantastique. Il me semble qu'ils sont assez récents. De mémoire, ils sont ouverts à peu près pendant ou juste avant la pandémie. Je pense qu'ils ont ouvert pendant la pandémie, qu'ils m'ont expliqué, puis ils étaient plus loin ou en face d'un plus petit local, puis ils ont déménagé dans quelque chose de plus large. C'est quand même vaste là, comme place. Là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super beau, super éclairé. J'ai adoré ça. Donc, ça s'appelle La Livrerie sur Ontario. Puis sinon, la dernière petite nouvelle, on avait parlé à l'épisode 444 de la série de Black Beetle, un projet qui était écrit et dessiné par Francesco Francavilla, qui est le gars qui était l'artiste principal de Mundo dans le temps que Mundo faisait des affaires. Là. Ils en font encore, mais c'est vraiment rendu limité. Ben, pour la première fois, ça a été rapporté par AIPT Comics. Dark Horse Comics va réunir dans une édition omnibus les 216 pages de Black Beetle, qui est un personnage qui sort de temps en temps des bandes dessinées, donc c'est pas régulier. Donc c'est un omnibus qui collectionne l'entièreté de la série. Ça va l'ensemble. Ça va contenir du matériel bonus, des sketchs, une nouvelle couverture de Francesco Francavilla. Donc ça comprend No Way Out, Carabouek et le one-shot Night Shift. Ça sort le 22 septembre pour 29,99 US, donc 70$ canadiens. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. Ouais. Juste avant de se laisser, on va prendre une petite pause. On va parler, bien sûr, de The Visitors en pas long, mais juste avant, j'ai un message vocal d'un auditeur que j'avais oublié de faire jouer. Mais là, Laurent est là pour l'entendre, fait qu'il va pouvoir répondre à la question. Salut les mystérieux, c'est Danick de Rouyn-Noranda. Avec un ami, on a starté un club de mauvais cinéma, donc le club de cinéma de Rouyn-Noranda. Donc à chaque premier vendredi du mois, on va présenter un film. On va le rendre le plus interactif possible. Ce mois-ci, le 6 mars, on va présenter Hard Ticket to Hawaii. Donc toutes les personnes de la région sont les bienvenues, c'est gratuit. On remercie grandement Simon. Il nous a transmis un top 10 de ses films. Puis je passe à la balle au bon. Les autres personnes, quel film que vous aimeriez voir dans ce genre de club de cinéma? Quelque chose de assez facile d'accès, disons. Donc c'est ça. Mais donc pour les personnes de la BTB, c'est le premier vendredi de chaque mois à l'Ivresse. On vous attend. Merci. Écoute, merci Danick pour ton message vocal. Je te dirais pas de Visitor, parce que tu as dit facile d'accès. Ah, il est sur Tubi. Oui, mais je parle pas en termes d'accessibilité, mais en termes plus de... Ah, OK, ouais. Ouais. Prenez un petit jujube, là, si vous voulez y trouver votre compte. Mais toi, mettons, Simon, t'aurais-tu une idée? Ou partageons des éléments que tu as mis dans ta liste? Je l'ai partagé, mon top 10. Là, Mais toi, tu te rappelles ce que tu as mis dedans, mettons? Demande à Laurent, moi, je vais aller retrouver mon affaire. Vas-y, là. Attends, j'essaie de me rappeler d'un film. Voyons, tout le monde sur son téléphone. Attends, là, c'est parce que... Ah, c'est ça, je l'ai. Moi, je recommande chaudement un film dont on entend peu parler, que j'ai vu jadis sur Netflix, mais je pense plus qu'il est là, mais il est sur Tubi. Ça s'appelle The Adventures of Food Boy, qui est un genre de film qui se passe dans un high school, mais où tout le monde a genre 30 ans, là. Oui. Mais qui joue des kids de 12 ans. Puis le gars, il a comme le pouvoir de faire de la bouffe apparaître de ses mains. Oh wow, ça c'est le Puis là, il contrôle mal son pouvoir, fait que comme shenanigans ensues, c'est... Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, ce film-là, contrairement à tous les Neil Breen et les Tommy Wiseau, mais c'est quand même un hostie de film de marde avec des scènes que t'es comme « Wow, je pensais pas un jour voir autant de moutarde dans ma vie. » OK. Ça, c'est vendeur. Ça, c'est vendeur, ça. Il y a un film qui m'avait beaucoup marqué dans le temps qu'on faisait les douteux, Cible primaire, que j'avais trouvé particulièrement dégueulasse, avec Frank Stallone, le frère de l'autre, et dans lequel il y a un virus qui rend violent et transmis par les cris. Et c'est dégueulasse, et il y a plein de séquences de stock footage qui ont été rajoutées juste pour essayer de créer une histoire autour de ce scénario-là qui fait pas de sens. Mais c'est très divertissant. Ça arrête pas une crise de seconde. Je pense que ça vaut la peine. Sinon, il est sûrement dans le top à Simon, mais un bon Whitefire, ça met tout le temps le feu dans place. Il est là. Tu vois, j'ai retrouvé mon top. Là, j'avais suggéré Miami Connection. Ouais. Ninja 3 de Domination. Samurai Cop.
Ouais, Samurai Cop. Roar. Ouais, Roar. Hey, Ouais. Ça, c'est toute une ride. Ça, prenez vos médicaments pour le cœur avant, par exemple. 2019, After the Fall of New York. Demons. Ouais. Birdemic, le premier. Et je suggère fortement le troisième aussi. Et Chopping Mall. Chopping Mall, très divertissant. Je me suis dit, tu sais, des films. Des bonnes soirées en perspective. C'est ça, tu sais, pour commencer, je pense que c'est quand même une liste qui a de l'allure. Ouais. Tu commences dans cet univers-là, c'est sûr. J'avoue qu'y aller tout de suite avec Neil Breen, ça se peut que tu reviennes pas. ouais. Puis ils sont pas si faciles à trouver. Ben, je veux dire, il y a des façons de les trouver, mais tu sais, c'est ça. L'accès au Neil Breen est plus restreint. Puis, tu sais, j'étais pas pour. C'est sûr que je peux y aller dans des gros vanity projects, là, mais des fois, je vais trop creux. Là, fait que j'ai essayé de garder ça un petit peu public. Accessible. On veut que le monde ait du fun. Exact. Je veux pas faire souffrir les gens. Là. Parfait. Si vous voulez laisser un message vocal comme Danick, l'adresse est speakpipe, speakpipe.com/mystérieux. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter votre message avant de l'envoyer, commentaires, suggestions, n'importe quoi. On espère vous entendre durant les prochaines semaines. Merci à Danick pour avoir laissé ton message. Sinon, avant de prendre la petite pause, je vais vous rappeler qu'on a un Patreon. C'est ce qui fait qu'on peut continuer à faire les Mystérieux Étonnants. Le lien est également dans le descriptif de l'épisode. Sans les Patreons, on ne peut pas garder le show en vie. C'était peut-être vrai à une époque, mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Fait que oui, c'est sûr que tout est cher et compagnie. Fait que j'apprécie énormément tous ceux et celles qui donnent au Patreon des Mystérieux Étonnants. En échange de vos contributions, vous avez des goodies. Vous avez donc accès au Discord des Mystérieux Étonnants. C'est comme l'Internet, mais sans trou de cul, où les gens échangent des affaires, des nouvelles, écoutent des fois la lutte ou des films. Si vous vous inscrivez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme. Je vais vous envoyer le lien. Sinon, vous avez sur le Patreon également Bifurcation, qui est le podcast exclusif des membres Patreon. Il y a plus de 186 épisodes au total. Le dernier sur Scream 7. Donc, vous pouvez revenir dans les archives, puis tout le matériel est là. Puis il y a bien des gens aussi qui donnent au Patreon, puis ils viennent pas sur le Discord, n'écoutent pas nécessairement le Bifurcation, puis c'est bien correct. Tous les montants qui sont ramassés reviennent dans le projet. Faites en sorte que Noël chez Isidore existe, Terre chez Isidore et Terre Kaiju. On est disponible sur toutes les podcasts, ou plateformes de podcasts plutôt. Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music, et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes, mais on est surtout actifs sur le Discord des Mystérieux. On revient dans quelques instants, oui, avec The Visitor. Oui. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film de 1979, The Visitor, mettant en vedette John Huston, Joan Nell, Paige Connor et Lance Erickson, tout ça réalisé par Giulio Paradisi. Et c'est Simon qui va nous en faire la description. Vas-y, Simon. Avant, je pense que si tu permets, Benoît, oui. Peut-être qu'on fait juste dire notre opinion avant. Parce que une fois qu'on part, je pense que ça va être ça. Notre discussion, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Oui, bien dit, c'est vrai, d'accord. On vous rappelle qu'on spoil, par exemple. Fait que si vous n'avez pas vu le film, qui est maintenant disponible sur Tubi, tu dis en ce moment, Simon? Oui, il est sur Tubi. Oui. Donc, peut-être faire pause. Nous autres, on a écouté une version 4K qui vient d'être... qui est sortie chez Arrow Video. OK, excellent. Ben, on va y aller avec toi, Laurent, qui est avec moi. Qu'est-ce que tu as pensé de The Visitor? Ultimement, j'ai eu du fun. Mais je pense que mon principal feeling était la confusion. Mm-hmm. Ouais. Mettons. Tu sais, des fois, tu t'assis pour regarder un film, là, mais t'es pas tout de suite dedans. Là. Ouais. J'ai comme manqué le bout d'explication. Il est radiophonique ici, là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Ouais, ben, il y en a pas. J'ai manqué la légende que Jésus racontait au début. Oui, OK. Je suis parti sur d'autres choses. Oui, Jésus, c'est vrai, c'est comment ça se dit? Ben, c'est genre Jésus. C'est genre Jésus. Mais c'est pas genre Jésus. S'il y a du monde qui ne savent pas tout c'est quoi le film, puis on fait juste nommer ça. Okay. Ben, Jésus parle d'un genre de combat. C'est pas Jésus. Ben, c'est un peu Jésus. C'est un Jésus cosmique aux cheveux blonds. Ouais.
Bref, en tout cas, ceci expliquait une certaine... Je suis revenu l'écouter après, comme le film est fini, puis j'étais comme, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai aucune idée de... Genre, les gens, ils ont des agendas, là. Dans la vie, on fait des actions à cause ou pour quelque chose. Oui, bien sûr. Là, tout le film s'est passé, puis je suis comme, je sais pas pourquoi les gens ils font les choses qu'ils font. J'ai aucune calisse d'idée. Puis là, je suis comme revenu au début, puis je suis comme, OK, ceci explique quand même la partie Rosemary's Baby, mettons, tu sais, de l'ensemble. Mais autrement, j'étais juste comme... Les motivations sont pas plus expliquées, sinon. Oui, voilà. Fait que j'étais surtout confus, mais ultimement, oui, j'ai aimé de ça. la bonne confusion. De la confusion, le fun, si je comprends bien. Fait que moi, j'ai été diverti. J'ai trouvé ça intriguant, mais j'ai trouvé que, faisons une analogie avec les designers graphiques, c'est pour ça qu'on prend pas toutes les idées. Il faut qu'il y ait quelqu'un à un moment donné qui dise oui, en soi, c'est une bonne idée, mais est-ce que cette idée-là se marie et complète le reste de ce qu'on peut faire ensemble? Et dans ce cas-ci, si le réalisateur... comment il s'appelle le maudit tabarnak? Giulio Paradisi ou Richard Paradise, la version qui est son nom d'écran, de plume ou de réalisateur américain. Dans ce cas-ci, lui, il a pas fait sa job. Mais ce que Simon m'a expliqué plus tôt avant l'émission, c'est que c'était probablement lui qui était la cause de cette confusion d'idées rassemblées. Fait que le film, là, juste pour vous donner une idée, là, pour peut-être avoir une base pour vous guider, c'est... je vais le faire. Le Close Encounter of the Third Kind. L'Exorciste, The Omen, The Birds. Mélangés ensemble. Fait que j'ai eu du fun parce que je l'ai écouté avec Simon, mais je pense que si je l'avais pas écouté avec Simon, les 15 dernières minutes où t'as le réalisateur qui est le personnage principal, le joueur, le réalisateur qui joue un rôle dans ce film-là, John Huston, est dedans, puis il jouit en regardant le ciel, là, en loop, je pense que j'aurais pété ma coche. J'étais rendu vraiment tanné, là. J'étais vraiment rendu tanné. Fait que, mais c'est ça. Mais j'ai quand même eu du plaisir parce que je l'ai écouté avec quelqu'un. Ouais. Toi, Simon? Ben, moi, c'est ce film-là, je trouve que visuellement, il est le fun. Il y a des bonnes séquences, mais c'est vraiment un mélange tout croche de plein d'idées. Ce qui fait que pour moi, c'est hyper divertissant parce que je me pose tellement de questions pendant tout le visionnement. Mais je pense que c'est pas un film pour tout le monde. Si t'as pas ce goût-là de voir de quoi de 70s italien fucké, t'aimeras pas ça. Mais, en même temps, c'est pas plate. Non. Il se passe toujours de quoi? Il y a un peu de longueur. Il aurait pu couper un petit peu. Juste pour rendre ça un peu plus digeste, mais bon. OK, fait que là, on va essayer. Là, on part. OK. Donc, si je comprends bien, on a une légende au début, c'est ça, qui nous est racontée comme quoi un être... méchant, une entité méchante qui s'appelle Satine. Satine. C'est là que ça m'a perdu. Oui. Mais non, c'est parce que... Ça va bien. Attends, laisse-y expliquer un peu. Ma blonde, elle a gardé un chat qui s'appelait Satine. Ouais. Puis là, je me suis mis à penser au chat. Là, je sais pas. Imagine, il parlait du chat. Il faut que tu te concentres sur ce que tu fais. Non, mais je venais de m'asseoir, j'avais mon lunch, puis j'étais pas dedans encore, tu sais. Fait que là, j'ai divagué. Là, quand je suis revenu l'écouter, je suis comme, ah oui, Satine, comme dans Satan. Ben oui, mais j'avais comme pas catché l'évidence. Tu sais. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que Satine aurait c'est divisé dans plusieurs femmes sur la planète Terre qui auraient enfanté des êtres qui sont des êtres des démons, genre. Des démons, c'est ça. Des enfants possédés par l'esprit de Satine. Et là, on a notre personnage, un des personnages principaux, John Huston, qui dit... Je sais c'est qui la prochaine. Elle s'appelle Katie Collins. Puis là, on part le thème. Ah oui, excuse-moi, là, je l'ai trop investi. Oh yeah! Et là, on se retrouve à Atlanta. Et Lance Henriksen est le nouveau propriétaire d'une équipe de basketball de Atlanta. Ça, là...
Oui. Et il se fait poser en entrevue comme question, l'argent vient d'où? Puis là, il dit, ça vient de Dieu. Mais en fait, l'argent vient d'une cabale, d'une espèce de groupe d'Illuminati qui veulent que lui, avec sa fortune, mette enfante sa femme qui, elle, serait une des dernières à avoir la possession de Satine à l'intérieur, parce qu'elle a déjà eu une fille avec un autre mari, et cet enfant-là est Katie Collins, qui est possédée. Fait que Lance Henriksen et la petite fille veulent vraiment qu'il y ait un enfant avec la mère. Mais la mère, elle ne veut pas. Elle ne veut rien savoir. Elle a peur de sa fille. Oui, et comme j'ai déjà un enfant, puis elle est complètement crackpot. Exact. Ça suffit. Et c'est là que John Huston, lui, dans sa mission, de ce qu'on comprend, c'est qu'il veut sauver l'enfant qui est possédé. Mais il veut la ramener avec lui. Il veut la ramener avec lui, mais il faut que ça soit de son plein gré. Mais ultimement, en fait, ça n'a plus d'importance. Parce que c'est comme aller trop loin. Puis il arrive plusieurs événements pendant le film qui fait que la mère se fait maganer tout le long du film. C'est vraiment pas le fun pour elle. Ben, prends bien ça quand même. J'ai jamais vu quelqu'un devenir paraplégique puis avec autant de bonne humeur, mettons. Surtout venant d'un gun qui est disparu après. Hein, on sait pas trop c'est qui a mis... Parce qu'il y a une scène, c'est la fête de Katie Collins. Elle ouvre une boîte, son cadeau, qui était supposé être un oiseau qui arrête pas de dire « I'm a pretty bird ». I'm a pretty bird. Cadeau de marde, si je peux me permettre. Oui, c'est un cadeau de marde. Puis finalement, il y avait un gun, puis là, elle pogne, puis elle pitch à la table et la balle revole. Parce que quand tu pitches un gun, c'est sûr que le gun part. Mais du coup, c'était tellement mal fait que j'ai dit à Simon, au moins c'était juste un gun à peinture. Mais non, c'était ça l'effet. Mais elle se fait tirer la mère se fait tirer dans le dos, mais sur le coup, ils ont utilisé comme une balle de peinture. Fait que t'as juste l'impression que c'est un jouet que quelqu'un lui a donné. Puis, c'est ça. Elle se fait, c'est vrai aussi, elle se fait... opéré par le Dr. Walker, qui est le chef de la cabale, qui lui veut qu'elle ait un enfant. Puis là, Lance Henriksen n'est pas capable de la convaincre d'avoir un enfant. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'eux, ils prennent ça en charge. Et ils fake un espèce d'enlèvement extraterrestre, c'est pas trop clair, pour finalement... je sais pas trop, la mettre enceinte et elle décide non, je pense que j'ai le mal à l'intérieur de moi et je dois me faire avorter. Et c'est là que Katie vire folle et Lance Henriksen aussi. Et pendant ce temps-là, John Huston construit une espèce de pistes d'atterrissage pour des oiseaux de l'espace qui représentent Yahvé, qui est Dieu, qui va... c'est ça les oiseaux de l'espace vont l'aider à combattre le mal avec un oiseau qui a un jackknife. Oui. Oui, c'est vrai, il y a un oiseau qui a un jackknife. Ah oui. Mais les oiseaux, c'est des pigeons, en fait. Des pigeons de l'espace. Puis, à l'exception de l'oiseau que Katie Collins a dans sa maison, qui est un genre de... Parce que ça, c'est l'oiseau du mal. En tout cas. Ouais. Puis bon, c'est ça. Là, évidemment, tout est confus. Oui, c'est ça. Il y a Shelley Winters là-dedans qui joue la bonne, qui, elle aussi, de ce qu'on comprend, est avec John Huston. On sait pas trop pourquoi ni qui qu'elle est dans cette histoire-là. Puis on apprend ça vraiment tard, me semble. Ouais. Ben oui, après, je pense qu'il a comme aider la jeune, puis... Il est sur sa piste d'atterrissage, puis là, les deux, ils jasent, puis là, elle est malade, là, faut la ramener, je sais pas trop. Fait que, c'est ça. C'est un peu l'histoire qui est très décousue. Film, c'est ça. Même de la façon dont je le décris, mais c'est du mieux que je peux.
T'as quand même bien fait ça étant donné ce qu'on a dans les mains. Ouais. Moi, je dois dire, je pensais que le basketball prendrait beaucoup plus de place dans ce film-là. Ben, considérant qu'on a passé 15 minutes du début. Ben, c'est ça, ouais. là, j'étais comme, OK, c'est un film de basket, finalement, là, c'est important, là, Non. tout ce qu'on voit. Non, finalement, on n'en parle jamais. Non. Quoi d'autre? La petite fille est quand même est bonne. Elle est vraiment bonne pour jouer une petite fille Ouais, creepy. elle est vraiment là. haïssable Oui. et creepy. Quand elle a voulu chier le policier, là, Ah ouais, c'était c'est une drôle. bonne scène. C'est vrai, il y a un policier qui a une side quest à un moment donné qui se fait tirer dans. Ouais. Il paye un accident qui est causé, un accident de voiture. Il tombe enroulé dans sa voiture qui fait des tonneaux autour d'une clôture de métal. Ouais. Ça fait qu'il est enfermé dans son char alors que le char explose. Ouais. Puis il n'y a plus personne qui enquête après. Parce que Oui, mais c'est ça que Non, le c'est policier ça. est mort, fait que l'enquête est close, right? l'enquête du gun qui a été lancé, qui a été tiré dans la maison, qui n'a pas été retrouvé dans la mer, qui est devenu quadriplégique. Puis Qu'est-ce qui est arrivé au pauvre motocycliste que le char du policier est rentré dedans? oui, c'est vrai, la meilleure cascade du film. Il y a quelqu'un qui a risqué sa vie pour cette cascade-là. Ouais. Ah mon Dieu. Moi, j'ai beaucoup. Tu sais, on s'entend, là, il y a beaucoup de bonnes idées. Tantôt, on parlait de Rencontre du troisième cycle. Quand la mère se fait kidnapper dans la nuit, est en char, son char tombe en panne, puis il y a comme un gros camion avec plein de spotlights qui dépasse. Clairement, la shot qui est filmée de l'intérieur, qu'on voit la madame, puis le char qui passe, mais juste les lumières, c'est une shot qui est tirée de Rencontre du troisième type. Là. Ben ouais. C'est clairement tiré de ça. Puis, mais il y a tellement d'idées. L'idée que c'est genre des extraterrestres, mais c'est aussi des esprits. Ouais. Il y a de l'occultisme et de la science. Le visiteur, on s'entend que c'est finalement le personnage de John Huston. Ouais. Ben, quand il vient sur Terre, il arrive quand même par l'aéroport, ce qui a fait fucking pas de sens. Il prend l'avion pour débarquer aux Ouais, mais États-Unis. on est sûr qu'il vient de l'espace? Ben oui, parce que Ben, moi, quand il il est parle arrivé avec en avion, Jésus. j'étais comme... Non, mais dans dans l'introduction, il en parle. Dans l'introduction, il en parle. Il dit que c'est un être cosmique. Puis Puis la scène au début, là, avec les effets, là, puis la petite fille, la tempête là, de neige. Là. Ouais, la tempête de neige, c'est comme dans une espèce de monde... c'est dur Comme à dans dire. le désert. mais- Moi, j'étais Ouais, comme, c'est il est dans ça. l'Himalaya. Mais ce qu'on a compris, c'est que c'est une vision qu'il y a. Il y a une vision de la petite fille qui s'en vient. Puis Ouais. il y a comme il porte une espèce de toge brune. Il ressemble à Obi-Wan. Ouais. Moi, j'arrêtais pas de l'appeler Obi-Wan Kenobi. Puis là, c'est ça qui décide de le motiver à aller sur Terre pour retrouver Katie Collins, même si Katie Collins, elle a genre 12 ans rendu là, fait qu'elle est assez vieille. Ce film-là fait fucking pas de sens. Il y a des moments où la petite fille est super tendre avec sa mère, mais là, elle vire sur le top et elle va la tuer. Ouais. Mais en même temps, vu que sa mère est absolument un petit frère, fait qu'elle arrête pas d'essayer de le convaincre de coucher avec Lance Erickson pour avoir un enfant. Ouais, ça, c'est bizarre. C'est très, très spécial comme plan. Moi, ce que j'aime Il y a- aussi, c'est que quand finalement elle est enceinte, sa réaction, c'est d'aller voir son ex-mari et comme toi seul peux m'avorter. Qui est joué par le réalisateur Sam Peckinpah, c'est ça? Ouais. Exact. Et que toute son dialogue est fait par quelqu'un d'autre parce que selon les informations, c'est que il était pas capable de se souvenir de ses lignes, fait que c'était un peu n'importe quoi. Ah, c'est pour Fait ça que que c'était comme traduit. Ouais. Ok. Je me demandais. Parce que ça paraît là, que c'est lui qui. C'est pas lui Ouais. qui parle. Là. Non, puis même avec elle, la fille, les deux, quand ils parlent, tu vois que ce qu'on entend, c'est pas ce qu'il y a sur les lèvres. Le ton marche pas. Ouais. Ouais. La mère aussi, l'actrice, elle est super bonne. Là. Tu sais, je veux Ouais. dire, elle en mange une calice, mais tu sais, c'est une bonne actrice. Ben Comment ouais. je peux dire ça? Elle est constamment en terreur tout le long du film. t'sais- Elle a dû vieillir de 5 ans. Elle a dû vieillir de 5 ans en faisant le C'est ça. tournage. Les acteurs et actrices sont bons. Là. Je veux dire, Lance Henriksen, c'est Lance Henriksen. Là, tu sais, il y a de la présence, Perce même s'il Nixon. parle pas. Tu sais. John Huston, ben, c'est un vieux monsieur, là, mais tu sais. Oui. Ben, tu sais, le bout où il regarde des étoiles se faire un genre de show de lumière à la Ouais, fin, ouais. puis là, on dirait qu'il jouit en même temps. Ben, C'est- toi, c'est- comme tu disais, la petite branche est embarquée. là, Oh, parce que la tu le vois, il est comme wow! Là. Les yeux, ils ouvrent tout. Finalement, il summon des oiseaux, puis là, c'est là où il fait attaquer les oiseaux, la petite fille, puis là, c'est... Ouais. Il y a quand même des bonnes idées, là. Tu sais, tu vois qu'il y a des moments où la petite fille, et il y a à d'autres moments, mais dans la séquence d'oiseaux, c'est plus évident, il y a comme clairement un plexiglas entre la petite fille et les oiseaux. Fait que clairement, on la voit entourée d'oiseaux, mais elle est pas entourée d'oiseaux. Là.
C'est juste que les oiseaux se frappent sur le plexiglas. Ouais. Il y a une couple de séquences comme ça où ils ont utilisé cette technique-là. Entre autres, il y a une vitre ou un miroir à un moment donné qui pète. Puis il y a littéralement une vitre entre le miroir et l'acteur ou l'actrice. Je me souviens plus c'est qui la brise. Mais qui ont utilisé cette technique-là pour protéger leur acteur une couple de fois. La déco dans la maison de la mère est tout à fait insane. Ça a pas de c'est toute une maison. Sacrément. Mais c'est un set piece. Il y a beaucoup de petits étangs d'eau aussi. Oui. Ouais. Il y a un étang, il y a un gros aquarium. Ouais. Il y a aussi tout le monde rentre là comme dans un moulin. Hein? Oui. Ouais. Puis autant que ça se veut fancy 70s, dans la cuisine, il y a un beau lustre de 7-Up. Aussi, ça, c'est quelque chose que j'ai... En fait, sur le 4K et le Blu-ray aussi, il y a des entrevues, dont une avec l'auteur... du film, qui est un Américain qui parle italien. Donc, il était capable de faire le pont entre les gens de la production et les acteurs et tout ça. Puis lui, ben c'est ça, il est engagé pour écrire de quoi quand il s'est fait dire on veut faire un rip-off de l'Exorciste. Mais le réalisateur, lui, il avait ses idées aussi, puis c'est ça qui fait que c'était un peu un mélange. Lui, il a vraiment fait ce qu'ils ont demandé, mais ce qu'il a expliqué, c'est que l'histoire, en fait, John Huston serait un exorciste spécialisé. C'est pour ça qu'il arrive en avion, parce que c'est vraiment un tailleur polonais. OK. Et il arrive en avion et les gens qui sont là, tu sais, les espèces de gars chauves qui l'aident. Oui, les Johannes. C'est ça, c'est comme un groupe d'exorcistes qui l'aident à organiser tout ça. Mais tu vois que c'est comme, la façon que c'est fait, c'est comme... c'est tellement pas clair que c'est ça. Je me suis bien demandé qu'est-ce qu'ils faisaient ces gars-là, à part comme danser dans des cubes translucides. Ouais. Parce qu'après, on les voit plus. On les voit plus après ça, effectivement. Non. On les voit, je pense qu'on voit leur face à un moment donné quand Katie Collins poursuit John Huston dans l'espèce de maison abandonnée. Là. Ouais, elle essaie de le tuer. Il y a une pièce avec des miroirs. Il y a un moment où est-ce que... c'est là où il y a le plexiglas, le miroir. Ouais. Il y a un moment où elle essaie de tuer le personnage, puis il se réfugie dans un stand de hot dog. Puis là, il dit au gars qui est en train de manger son hot dog, qui est aussi le restaurateur, tu sais, genre, hey. Puis il pointe vers le haut, mais il dit pas, hey. Puis là, il y a comme un... Par télékinésie, mais utilisant une wrench. Oui. un genre d'escalier de secours qui est lancé sur le stand de hot dog. Ouais. Puis là, le personnage du visiteur survit parce qu'il s'était sauvé avant, mais... Il est arrivé J'étais vraiment comme... On est supposé penser que ça a été dévissé tout seul, mais on voit... on voit la wrench! On voit la wrench! J'étais tellement confus. C'est la wrench télékinésique, j'imagine? Je sais pas. Mais c'est ça, là. Il y a plein d'idées de même. C'est ça. Justement, dans l'entrevue, le gars, il dit que le réalisateur avait des idées de scène, puis... il les expliquait, puis ça faisait aucun sens. Comme il y a une scène dans le film où... Katie Collins fait du patin, puis elle se fait attaquer par des dudes, puis elle décide de les pitcher à travers les vitres d'un restaurant, je pense. Ouais, c'est ça, pendant que John Huston descend des escaliers, là, mais... Ça prend du temps avant qu'il descende les marches. Mais là, tu sais, il donnait un exemple. Dans ce scène-là, le réalisateur voulait aussi qu'il y ait un éléphant qui passe en arrière. Hein? OK, il était fou, là, le gars. Ouais, c'est ça. OK, le gars, il était pas bien. Ça a été malade en même temps. Puis, justement, pour l'anecdote, le gars raconte que quand il faisait... lui, il a été engagé pour réécrire des bouts aussi. Mm-hmm. Puis, le réalisateur, vu que l'auteur parlait en anglais... le réalisateur pensait qu'il était contre lui. Que l'auteur était contre le réalisateur, puis il est devenu parano. Parce qu'il pensait qu'il allait se faire mettre dehors du film, parce que ça marchait pas, genre. Puis là,
lui, à chaque fois qu'il écrivait quelque chose, le réalisateur comme disait non, je vais pas faire ça. T'sais. Fait que déjà là, la tension était pas super. Ouais. Puis là, à un moment donné, le réalisateur a vraiment perdu sa job. Les producteurs l'ont mis dehors. Puis le réalisateur a appelé genre son frère qui est comme dans la mafia ou quelque chose, qui est allé menacer avec un gun le producteur. Wow! Ben voyons Pour donc. qu'il reprenne sa job. Fait que là, il a repris sa job. Puis il a fait ça, finalement. Ouais, puis il a mis dehors l'auteur. Fait que... tu sais, tu vois ce genre de production-là, ce que ça peut donner. Ouais. C'est ça. C'est clairement quelqu'un qui se pensait un auteur. Ah, ben oui. Puis qui a mis plein d'idées. C'est très infusé, années 70. Il y a du Jodorowsky un petit peu là-dedans. Là, je pense que l'argument que tout est un peu onirique puis songeur, c'est un petit... OK, non. Là, cosmique. Ça va, là, mais il faut qu'on aille quelque part à un moment donné. Mais ça reste divertissant. Je pense que ce film-là, même dans sa forme actuelle qui a plein de défauts, tu lui enlèves un bon petit 15 minutes, je pense que c'est beaucoup plus digeste. C'est mon problème, c'est qu'il y a des séquences qui sont excessivement longues. Par exemple, tu viens de le mentionner, quand le personnage de John Huston descend pendant genre 15 minutes le fucking escalier. Ouais. Il y a plein de trucs. La scène de basket au début. La scène de basket, ouais. Tabarnak, tu sais, c'est... Elle est longue pour ce qu'ils veulent montrer, comme que Kitty Collins capable de... pouvoir. Ouais, puis à la place de ballon. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, si ça arrivait pour vrai, il referait les 2 minutes qui restent, là. Oui, il y aurait un tir de pénalité, là, je pense. Là. Ben, c'est ça, c'est comme, what? Ça a explosé, comme... tu sais, en tout cas... C'est ça, puis ses pouvoirs à elle sont pas clairs non plus. Non, elle peut faire un peu de tout. Ouais, elle peut contrôler un oiseau, elle peut faire exploser un ballon. Elle peut être mal engueulée. Ouais, oui, ouais, c'est vrai, elle envoie chier une couple de personnes, dont l'inspecteur. Mais je l'écouterai pas demain, mais je les réécouterai avec un groupe motivé et peut-être avec un petit verre dans le nez. Ben ouais. Juste pour le mettre un petit peu Danick, d'action. il pourrait rajouter ça à sa liste. Je sais pas s'il peut rajouter ça. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ben... Attends que ton public soit plus au fait. Là, tu y vois, mettons... Plus fidèle, plus qu'il y ait des inside jokes entre vous autres. Là, c'est vrai que Hard Ticket to Hawaii, c'est quand même un film qui se tient, mettons. C'est mettons, Danick, ta soirée, c'est une dégustation de fromage. Là, les premiers films que tu sors, c'est du Oka. Tout le monde a accès au Oka. Mais là, ça, c'est un fromage bleu. Ouais, très, très bleu. Très, très bleu. Fait que tu le fais plus tard. Quand les gens sont habitués, ils ont un intérêt, se sont renforcés. Fait que j'imagine qu'on conseille quand même de Visitor. Ouais, moi, je pense que... moi, j'adore ce film-là. Fait que c'est sûr que je le conseille. On a regardé des plus toughs, je trouve. Oui. C'est complètement... j'ai rien compris, mais ceci était le fun quand même. Toi, ta copine, elle a pensé quoi? Elle était comme moi. Je pense que les deux, on était confus, mais tu sais, il y a déjà... La fois qu'on a regardé le film de Breakdance, là... Ah ouais. Là, elle m'en voulait, tu sais. Mais là, c'était comme... je sais pas trop ce qu'on a regardé, mais genre, tu sais, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Fait que... Déjà ça. Ben, il y a un talent. Il y a quand même un talent derrière le film. Il y a des bons acteurs, puis... ils ont de l'argent aussi. La photo est belle aussi. Peut-être pas tout le temps, mais... C'est ça, il y a assez de moments de genre, tu sais, oui, il y a quelques moments qui se tirent, mais il y a assez de genre, wow, quoi? Genre, ça te garde en edge quand même. Ouais, je comprends. Ben, écoutez, allez écouter The Visitor de 1979. Il est sur Tubi. Vous en donnerez des nouvelles. Et au pire, laissez-nous un message vocal là, aussi, là, à travers le... Commentaire, insulte. Non, pas insulte, mais on vous a averti, je pense, en masse. Là, fait que vous êtes avertis. Merci Simon, merci Laurent, merci à vous à la maison. On se revoit la semaine prochaine. Allez faire un tour sur notre Patreon si vous avez la chance pour donner afin qu'on puisse continuer à faire des épisodes semaine après semaine depuis maintenant plus de 20 ans. Faites attention à vous autres. Ciao. Bye.